Imagine la scène. Le pneu éclate sur une autoroute déserte. Un simple message à son frère pour obtenir de l'aide, mais un seul chiffre erroné change tout. Soudain, un chef de la mafia arrive avec son convoi, la prenant pour l'une des siens. Des rivaux prennent des photos. Maintenant, elle est perçue comme son informatrice, et il est le seul à s'interposer entre elle et une balle. Le déluge s'abattait sur le pare-brise avec la violence de projectiles, alors que Lena Harper, les jointures blanches serrant le volant, louchait dans l'obscurité. L'autoroute 47 s'étirait à l'infini devant elle, un ruban de bitume noir traversant des kilomètres de néant. Dans le rétroviseur, Amelia, 6 ans, dormait paisiblement dans son siège réhausseur, serrant son lapin en peluche. « Plus que 20 000 seulement, » murmura Lena, consultant l'horloge. Il était 23h47. Elle n'aurait pas dû rester si tard chez sa mère à Cedar Falls, mais Amelia s'était tellement amusée avec ses cousins. Maintenant, elles en payaient le prix. La tempête était apparue de nulle part, une de ces averses soudaines qui transforment les routes en rivières. Lena leva le pied de l'accélérateur, sa vieille Honda Civic gémissant en luttant contre le vent. Elle commençait tout juste à se détendre quand elle l'entendit. Un bruit semblable à un coup de feu. Bang! La voiture dévia violemment vers la droite. Le cœur de Lena s'arrêta, alors qu'elle luttait avec le volant, son pouls tambourinant dans ses oreilles. La direction semblait défectueuse, lourde et traînante. Derrière elle, Amelia bougea, mais ne se réveilla pas. « Non, non, non » marmonna Lena, guidant prudemment la voiture sur le bas-côté. Dès qu'elle s'arrêta, elle comprit. Le pneu arrière avait éclaté. Elle attrapa son téléphone, les mains tremblantes. L'écran affichait une seule barre de signal. Dehors, la pluie ne montrait aucun signe de répit, et l'autoroute était complètement déserte. Pas une seule voiture n'avait passé depuis 10 minutes. Lena fit défiler les contacts jusqu'à celui de son frère Marcus. Il habitait à seulement 15 minutes de là. Il pourrait venir l'aider à changer le pneu. Ses doigts frissonnaient alors qu'elle tapait. Pneu crevé, bloqué sur l'autoroute 47, au marqueur 23 milles, près de l'ancienne grange Miller. « S'il te plaît, dépêche-toi, la tempête est forte, j'ai peur. » Elle appuya sur envoyer et se sentit immédiatement mieux. Marcus viendrait. Il le faisait toujours. Ce que Lena ne remarqua pas dans sa panique, c'était le dernier chiffre du numéro. Le 6 qu'elle voulait taper avait enregistré un 5. Une infime erreur qui allait tout changer. À 15 000 de là, dans un penthouse du centre-ville surplombant la ville, Damien Vézéry examinait des manifestes d'expédition dans son bureau. À 38 ans, il dirigeait l'opération la plus efficace de la côte Est, transportant tout, des marchandises légitimes aux biens moins légitimes, à travers un réseau couvrant 3 États. Son téléphone, un appareil sécurisé et crypté utilisé uniquement pour les urgences, reposait silencieusement sur le bureau en acajou jusqu'à ce qu'il vibre. Les yeux de Damien se posèrent sur l'écran. Un message sur cette ligne signifiait « des ennuis ». Seules 5 personnes possédaient ce numéro, et elle savait de ne jamais l'utiliser à moins que des vies ne soient en jeu. Il lut le texte une fois, puis une autre. Autoroute 47, marqueur 23 milles, l'ancienne grange Miller. Ce n'étaient pas de simples repères aléatoires. La propriété Miller avait servi de point de dépôt 6 mois auparavant, avant d'être brûlée lors d'une opération de surveillance d'un gang rival. Si quelqu'un était là maintenant, envoyant des signaux de détresse, Carlo. La voix de Damien brisa le silence. Son bras droit apparut dans l'embrasure de la porte en quelques secondes. Un ancien marine qui se déplaçait comme une ombre. « Patron, nous avons une situation sur l'autoroute 47. Quelqu'un signale de l'emplacement Miller. Prends 4 hommes et les SUV. Je suis juste derrière toi. » L'expression de Carlo ne changea pas, mais sa main se posa sur son arme dissimulée. L'équipe de Vulov? Peut-être que c'est ce que nous allons découvrir. En moins de 3 minutes, un convoi de 3 escalades noires rugit hors du garage souterrain, fendant les rues gorgées de pluie comme des requins traversant l'eau. Lena attendait depuis 12 minutes lorsqu'elle aperçut les phares. « Dieu merci !» souffla-t-elle, un soulagement l'envahissant. Marcus avait dû enfreindre toutes les limites de vitesse pour arriver si vite. Mais à mesure que les véhicules approchaient, son soulagement se mua en quelque chose de froid et de tranchant. Ce n'étaient pas les camions usés de Marcus, c'étaient d'énormes SUV noirs, leurs vitres teintées de sombre, se déplaçant en formation parfaite comme un convoi militaire. Ils se placèrent en demi-cercle autour de sa voiture, phares allumés, la coinçant. Le souffle de Lena se coupa. Elle tendit la main et posa une main protectrice sur Amelia, qui dormait encore miraculeusement. Les portières de voiture s'ouvrirent. Des hommes émergèrent, 5 d'entre eux, tous vêtus de noir, tous se déplaçant avec une précision mortelle. Ils s'éparpillèrent,
balayant la lisière des arbres avec des lampes de poche, parlant dans des oreillettes d'une voix trop basse pour être entendue par-dessus la pluie. Les mains de Léna tremblaient alors qu'elle verrouillait les portes, sachant combien cela serait inutile. Son téléphone affichait maintenant 0 bar. Elle ne pouvait même pas appeler le 911. Un homme s'approcha de sa fenêtre, grand et large d'épaules, la pluie dégoulinant de son blouson de cuir. Il fit un mouvement de rotation avec sa main. Baissez la vitre. Léna secoua la tête, se pressant contre le siège. L'expression de l'homme ne changea pas. Il leva la main et un autre SUV s'arrêta, différent des autres. Plus élégant, plus cher. Un homme en sortit qui faisait paraître les autres comme des ombres. Même sous la tempête, il imposait sa présence. Cheveux sombres, mâchoire ciselée, yeux qui ne laissaient rien échapper. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Léna, complètement indifférent à la pluie. Il se dirigea vers sa fenêtre, et cette fois, il n'y eut pas de demande. Il tapa sur la vitre avec un doigt, son regard retenant le sien. Quelque chose dans ses yeux fit bouger sa main vers le bouton de la vitre. Elle la baissa d'un rien, 2 pouces. « Qui vous a envoyé ?» Sa voix était basse, contrôlée, avec un ton qui suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et la mettait à l'épreuve. « Personne ne m'a envoyé. Je suis juste bloqué. Mon pneu. » Autoroute 47, marqueur 23 milles, Vieille Grange Miller. Il récita son message mot pour mot. « C'était vous. » L'esprit de Léna vacilla. « Comment a-t-il pu... » « J'envoyais un message à mon frère, » réussit-elle à dire. « J'ai dû... Oh mon Dieu, mauvais numéro. » C'était un mauvais numéro. Pour la première fois, l'incertitude scintilla sur son visage. Il jeta un coup d'œil à l'homme à ses côtés, Carlo, qui parlait doucement dans sa radio. Puis tout se passa en même temps. « Contact !» cria quelqu'un depuis la lisière des arbres. 2 silhouettes surgirent des bois à 45 mètres de là, courant vers une camionnette délabrée cachée dans les fourrés. Les hommes de Damian agirent comme l'éclair, les coupant. Il y eut une brève lutte, rapide, efficace, brutale. En quelques secondes, les 2 silhouettes étaient à terre, les mains ligotées derrière le dos. Léna regardait avec horreur, la main sur la bouche. La mâchoire de Damian se crispa alors que Carlo traînait l'un des hommes sous les phares. Jeune, peut-être au début de la vingtaine, portant une cagoule arrachée. « Opportunistes !» rapporta Carlo. Ils surveillaient l'autoroute à la recherche de voitures en panne. Elle allait être leur prochaine victime. Les yeux de Damian revinrent vers Léna, la voyant correctement pour la première fois. Une femme en tenue d'infirmière, les yeux épuisés, un enfant endormi sur le siège arrière. Aucune menace, juste au mauvais endroit, mauvais numéro, mauvaise nuit. Mais la radio de Carlo crépita et son expression changea. « Patron, nous avons un problème. » De l'autre côté de l'autoroute, partiellement cachée derrière un support de viaduc, une fourgonnette grise était garée, ses phares éteints. Sur le siège du conducteur, un appareil photo avec un téléobjectif capturait tout. Léna se tenait à côté des hommes de Damian, illuminés par les phares du SUV, en plein milieu de ce qui ressemblait à une opération criminelle. « L'équipage de Vulkov, » dit Carlo doucement. « Il nous suivait. » La mâchoire de Damian se serra. Le gang rival avait maintenant des photos de cette femme à leur emplacement avec ces hommes sur le site exact d'un ancien point de dépôt. Ils supposeraient qu'elle faisait partie de son réseau, une informatrice, un atout. Et la famille Vulkov ne posait pas de questions. Ils éliminaient les menaces. Il regarda Léna, qui le fixait avec une peur croissante, sentant que quelque chose venait de très mal tourner. « Changez le pneu !» ordonna Damian rapidement. Tandis que ses hommes déplaçaient sa voiture, Damian s'approcha de sa vitre. « Quel est ton nom ?»« Léna Harper. »« Léna, tu dois m'écouter très attentivement. » Sa voix était calme, mais il y avait une urgence sous-jacente. « Ces hommes de l'autre côté de l'autoroute viennent de te photographier avec nous. Ils vont supposer que tu travailles pour moi. Comprends-tu ce que cela signifie ?» Léna secoua la tête, les larmes lui piquant les yeux. « Cela signifie que tu es en danger. À cause d'un mauvais numéro, tu viens de devenir leur cible. » Le pneu de Léna fut changé en moins de 4 minutes. Les hommes de Damian travaillaient avec une efficacité militaire, leurs mouvements rapides et précis, mais Léna le remarquait à peine. Son esprit était bloqué sur ces mots. « Tu viens de devenir leur cible. Je veux rentrer à la maison, » murmura-t-elle, vérifiant Amelia qui dormait toujours. « S'il vous plaît, je veux juste ramener ma fille à la maison. » Damian la regarda longuement, puis acquiesça. « Nous vous suivrons. Nous nous assurerons que vous arriviez en toute sécurité. » « Non. » La voix de Léna se brisa. « Non, je ne veux pas. Tout cela. Je ne veux pas que vous me suiviez. Je veux juste que cette nuit se termine. »« Je comprends. »
Le ton de Damian était patient, mais ferme. « Mais ces hommes dans cette camionnette, ils ne se soucient pas de ce que vous voulez. Ils vous ont vu ici, ils ont pris des photos. Et tant que je ne pourrai pas les convaincre que vous n'êtes personne, vous aurez besoin de protection, que cela vous plaise ou non. » Lena voulut argumenter, mais la peur dans sa poitrine était trop lourde. Elle avait vu le flash de l'appareil photo de l'autre côté de l'autoroute. Elle avait vu à quel point le comportement de Damian avait changé à cet instant. « Quelle est votre adresse ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis réalisa qu'il était inutile de refuser. S'il voulait savoir où elle vivait, il le découvrirait. 1247 Maple Street, Riverside District. Damian fit un signe de tête à Carlo, qui transmit l'information dans son oreillette. « Mes hommes garderont leur distance. Vous ne saurez même pas qu'ils sont là. » « Ce n'est pas rassurant, » marmonna Lena, mais elle était trop épuisée pour se battre. Elle démarra sa voiture, les mains tremblantes. Dans son rétroviseur, elle regarda les SUV noirs se mettre en formation derrière elle. 2 devant, 1 derrière. Ils se déplaçaient sous la pluie comme des fantômes, maintenant toujours la même distance. Amelia se réveilla alors qu'ils entrèrent dans les limites de la ville. « Maman, on est à la maison ?»« Presque, ma chérie, presque. »« Pourquoi ces voitures nous suivent-elles ?» La gorge de Lena se serra. Elle suivait-il simplement la même direction, une vérité travestie qui laissait un goût amer dans sa bouche. Jamais auparavant elle n'avait menti à Amelia à propos de quelque chose d'aussi crucial. 20 minutes plus tard, Lena stationnait son véhicule dans l'allée de sa résidence. La petite maison de deux chambres semblait inchangée, la lumière du porche allumée, les jardinières fleuries aux fenêtres et la balançoire rouillée dans la cour arrière. Un foyer ordinaire et sûr. Pourtant, plus rien ne lui inspirait la sécurité. Les SUV ne s'engagèrent pas dans son allée. Ils glissèrent seuls plutôt au-delà, s'évanouissant au coin de la rue. Un instant, Lena se permit de croire qu'ils étaient réellement partis. Puis, la voiture personnelle de Damian, une berline sombre qu'elle n'avait pas remarquée avant, s'arrêta de l'autre côté de la rue. Il en sortit, scrutant le quartier paisible avec ses yeux vifs et calculateurs. Ensuite, il traversa la rue pour la rejoindre. « Vous ne pouvez pas être ici, » déclara rapidement Lena, tâtonnant avec la ceinture de sécurité d'Amelia. « Mes voisins, ils vont vous voir. »« Je serai parti dans 2 minutes, » répondit Damian à voix basse. « Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Verrouillez vos portes, n'ouvrez à aucun inconnu. Si vous apercevez quoi que ce soit de suspect, absolument n'importe quoi, appelez ce numéro. » Il lui tendit une carte sur laquelle seul un numéro de téléphone était imprimé. Lena la fixa comme si elle craignait de se brûler. « Je ne veux pas de ça, je ne veux rien de tout ça. »« Je sais. » Pour la première fois, une forme de regret traversa son visage. « Mais vous y êtes mêlé maintenant. Je suis désolé. » Il fit mine de partir, puis s'arrêta. Son regard s'était figé sur quelque chose plus loin dans la rue. Lena suivit sa direction. Un fourgon gris était stationné 3 maisons plus loin, moteur en marche, phares éteints. C'était le même fourgon que celui de l'autoroute. L'attitude de Damian changea radicalement. Sa main se glissa sous sa veste et il parla doucement dans un appareil dissimulé dans son col. « Nous avons de la compagnie. Fourgon gris, coin sud-est, même véhicule que sur la 47. » Le sang de Lena se glaça. « Ils nous ont suivis jusqu'ici. Entrez tout de suite. » La voix de Damian était posée. « Prenez votre fille et verrouillez les portes. Ne sortez pas avant que je vous dise que c'est sûr. Qu'allez-vous faire ? » « Mon travail. » Lena n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle sortit Amelia du siège auto. La fillette, endormie et confuse, se dépêcha de monter l'allée. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à insérer la clé dans la serrure. Derrière elle, elle entendit des portières de voiture s'ouvrir, des pas, des voix basses parlant sur des tons secs et urgents. Elle rentra et claqua la porte, actionnant le verrou. À travers la fenêtre avant, elle observa Damian marcher calmement vers le fourgon gris, flanqué de deux de ses hommes, qui étaient apparus de nulle part. Le moteur du fourgon accéléra, mais deux SUV noirs bloquèrent ses voies de sortie, l'encerclant exactement comme ils l'avaient fait sur l'autoroute. « Maman, j'ai peur. » Amelia enfouit son visage dans l'épaule de Lena. « Ça va, ma puce. Tout va bien. » Encore un mensonge. Il s'accumulait à ce soir. L'impasse dura moins d'1 minute. Les portières du fourgon gris restèrent si fermées, mais Lena pouvait distinguer des ombres se déplaçant à l'intérieur. Puis, lentement, le fourgon recula, trouva un passage entre deux SUV et s'éloigna à toute vitesse. Damian le regarda partir, puis tourna son regard directement vers la fenêtre de Lena. Même à cette distance, elle pouvait percevoir la tension visible sur sa mâchoire.
Il sortit son téléphone, et quelques secondes plus tard, celui de Léna vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Ils savent où vous habitez. Je déploie des hommes autour de votre pâté de maison ce soir. Vous ne les verrez pas, mais ils seront là. Essayez de dormir. Nous réglerons ça demain. » Léna répondit, les mains tremblantes. « Comment est-ce arrivé? J'ai juste envoyé un SMS au mauvais numéro. » Sa réponse arriva rapidement. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que tout change. Je suis désolé que vous soyez prise au milieu de tout cela. » Elle le regarda de l'intérieur, retourné à sa voiture, mais au lieu de partir, il resta stationné de l'autre côté de la rue, une sombre silhouette derrière les fenêtres teintées. Léna porta Amelia à l'étage, la changea pour la mettre en pyjama et la borda. Elle lui chanta la berceuse habituelle, lui embrassa le front et lui promit que tout irait bien le matin. Puis, elle redescendit et s'effondra sur le canapé, toujours en blouse, sentant encore la pluie et la peur. À travers la fenêtre, la voiture de Damian demeurait, un gardien silencieux, ou bien le rappel qu'elle était désormais piégée dans un monde qu'elle ne saisissait pas. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS, du même numéro inconnu. « Un de mes hommes sera sur votre Porsche. Son nom est Marcus. Il ne vous dérangera pas, mais il veillera jusqu'à l'aube. Essayez de vous reposer. » L'ironie ne lui échappa pas. Marcus, le même prénom que son frère, celui à qui elle avait voulu envoyer le message au départ. Léna enroula une couverture autour d'elle et fixa le plafond, sachant que le sommeil ne viendrait pas. Dehors, elle entendit une portière de voiture se refermer doucement, des pas sur son Porsche. Le léger frottement de quelqu'un qui s'installait en position. Sa vie était simple 12 heures plus tôt. Travailler, Amelia, les factures, et ainsi de suite. Ennuyeuse, prévisible, sûre. Maintenant, un chef mafieux était garé de l'autre côté de sa rue, et des hommes armés protégeaient en sa maison. Tout cela à cause d'un seul mauvais numéro, un seul chiffre qui avait tout changé. Léna ne dormit pas. Elle somnolait par intervalles de 20 minutes, se réveillant en sursaut au moindre bruit. Une voiture qui passait, des branches qui frottaient sa fenêtre, le craquement de la maison. Au moment où l'aube grise perçait à travers les rideaux, elle se sentait vidée, ne fonctionnant qu'à coups de café et d'anxiété. À 6h30 du matin, elle entendit des mouvements sur son Porsche, des pas s'éloignant, un moteur de voiture démarrer, puis s'éteindre au loin. Le garde, Marcus, ou quel que soit son vrai nom, était parti avec le lever du soleil. Elle vérifia son téléphone. Aucun nouveau message. Une partie d'elle avait espéré que tout cela ressemblerait à un mauvais rêve à la lumière du jour. Ce ne fut pas le cas. « Maman, je peux avoir les pop-tarts à la fraise ?» Amelia apparut dans l'embrasure de la cuisine, traînant son lapin en peluche. « Bien sûr, ma puce. » Léna força sur sa voix pour paraître joyeuse. « Va te brosser les dents d'abord. »« D'accord, normal. » Elle devait tout garder à la normale pour Amelia. Cela signifiait la routine scolaire. Elle ne pouvait pas laisser une enfant de 6 ans la voir s'effondrer. Mais alors qu'elle préparait le déjeuner d'Amelia, ses mains ne cessaient de trembler. L'école primaire Pinewood n'était qu'à 10 minutes de là. Léna avait parcouru cette route 1000 fois, connaissait chaque feu de circulation, chaque passage piéton. Mais ce matin, chaque voiture derrière elle lui semblait une menace. Chaque piéton sur le trottoir faisait monter son pouls en flèche. « Tu es paranoïaque, » marmonna-t-elle. « Personne ne te suit. » Puis elle aperçut le SUV noir, trois voitures derrière, maintenant la même cadence. C'est le même modèle que la nuit dernière. Ses phalanges blanchirent sur le volant. « Maman, tu conduis bizarrement » observa Amelia depuis le siège arrière. « Juste fatiguée, ma chérie. » Le SUV les suivit jusqu'à l'école. Lorsque Léna s'engagea dans la voie de dépose, il se gara de l'autre côté de la rue, moteur tournant au ralenti. Le cœur de Léna battait à tout rompre tandis qu'elle aidait Amelia à sortir de la voiture. Le chaos matinal de l'école primaire tourbillonnait autour d'elle. Des enfants qui criaient, des parents qui discutaient, une maîtresse qui soufflait dans un sifflet pour les élèves de maternelle. Tout semblait étonnamment normal, à l'exception des deux hommes postés près du portail de l'école. Ce n'étaient pas des parents. Léna connaissait tous les parents habituels de vue. Ces hommes étaient des étrangers, d'une 30 d'années, vêtus de vestes en cuir, observant les enfants avec une attention trop appuyée. L'un d'eux croisa le regard de Léna, le tint un seconde de trop, puis détourna les yeux. La glace inonda ses veines. « Viens, ma puce. » Elle serra la main d'Amelia plus fort que nécessaire. « Allons te déposer à l'intérieur. »« Aïe! Maman, tu me fais mal. »« Pardon. » Léna desserra sa prise mais ne lâcha pas. Elle raccompagna Amelia jusqu'à la porte de sa classe. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la première semaine d'école.
Madame Patterson, la maîtresse d'Amelia, leur sourit. « Bonjour Amelia, nous commençons notre projet papillon aujourd'hui. »« Vraiment ?» Le visage d'Amelia s'illumina. Les événements de la nuit passée étaient déjà oubliés, comme seuls les enfants savaient le faire. « Vraiment ? Va mettre ton sac à dos dans ton casier. » Alors qu'Amelia s'élançait à l'intérieur, Madame Patterson baissa la voix. « Tout va bien ? Vous avez l'air épuisé. »« Longue nuit, » réussit Lena. Elle n'avait pas bien dormi. C'était plus facile que la vérité. Je suis surveillée par des criminels et je n'ai aucune idée si ma fille est en sécurité. Elle embrassa Amelia pour lui dire au revoir et retourna à sa voiture, sa peau frissonnant à la sensation d'être observée. Les deux hommes près du portail avaient disparu. Le SUV noir était toujours garé de l'autre côté de la rue. Alors qu'elle s'éloignait, il la suivit. Le Mercy General Hospital se situait dans la partie est de la ville, un complexe tentaculaire où Lena avait travaillé comme infirmière aux urgences pendant 4 ans. Les gardes de 12 heures étaient exténuantes, mais le salaire était correct et les avantages couvraient les visites pédiatriques d'Amelia. Aujourd'hui, elle devait faire son quart du matin, de 8 heures, 8 ans, à 16 heures, 16 heures ans, une journée normale. Mais alors qu'elle se garait sur le parking du personnel, elle aperçut un autre SUV noir stationné dans la section visiteurs, et celui-ci était différent de celui qui l'avait suivi depuis l'école. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Son téléphone vibra. Un message du numéro inconnu, Damien. « Les hommes qui vous surveillent sont les miens. Vous êtes en sécurité. Allez juste travailler et agissez normalement. » Elle répondit, les doigts tremblants. « Comment est-ce normal ? Comment tout cela est-il normal ? Je sais que ça ne l'est pas, mais l'alternative est pire, croyez-moi. Le croire, lui. Croire un chef de la mafia. L'absurdité de la situation l'aurait fait rire si elle n'avait pas été aussi terrifiée. Lena saisit son sac et entra, passant son badge d'identification à l'entrée du personnel. L'odeur familière d'antiseptique de l'hôpital la calmait habituellement, mais aujourd'hui, elle la rendait nauséeuse. « Lena, Dieu merci, vous êtes là !» s'écria Cheryl, l'infirmière-chef, la saisissant dès qu'elle entra dans le service. « Nous sommes débordés. Trois infirmières sont absentes et nous avons un accident de la route impliquant plusieurs voitures. J'ai besoin de vous en traumatologie 2. » Et juste comme ça, Lena fut emportée par le chaos maîtrisé des urgences. Constante vitale, IV, évaluation traumatique, un homme de 60 ans avec des douleurs thoraciques, un adolescent qui s'était cassé le bras en faisant du skateboard, une femme en travail qui était arrivée par la mauvaise entrée. Pendant 2 heures, elle oublia presque, se sentit presque normale. Puis, pendant sa pause, elle regarda par la fenêtre de la salle du personnel. Le SUV noir était toujours là, mais maintenant une berline grise s'était garée deux rangées derrière. Pas le même fourgon gris de la nuit dernière, mais suffisamment similaire pour lui serrer l'estomac. À l'entrée des urgences se tenait un homme en veste sombre, simulant une cigarette. Il n'allait pas fumer, ses yeux rivés sur la porte dans une attente palpable. Le téléphone de Lena vibra. « Reste à l'intérieur, ne quitte pas le bâtiment seul. Damien. » Ses doigts volèrent sur l'écran. « Il y a des gens dehors. Sont-ils à toi? Certains d'entre eux, pas tous. » La réponse fut rapide. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Cela signifie que tu es surveillé par plusieurs factions. Le gang rival essaie de t'identifier. Mes hommes s'assurent qu'ils ne s'approchent pas assez pour y parvenir. » Lena s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement défaillantes. C'était donc cela, sa nouvelle existence. Aller au travail, déposer sa fille, être suivie par des criminels, comme si elle était une ressource précieuse. « Tu vas bien ?» Cheryl glissa sa tête dans la salle de repos. « Tu as l'air pâle ?»« Je vais bien, juste fatigué. »« Allez, prends un café. Une autre ambulance arrive dans 2 minutes. » Lena acquiesça, mais elle resta immobile. Par la fenêtre, elle observa l'homme en veste sombre écraser sa cigarette sous son talon. Il sortit son téléphone, parla brièvement, puis leva les yeux directement vers la fenêtre où elle était assise. Il ne pouvait pas la voir à travers le verre teinté, n'est-ce pas? Son téléphone vibra de nouveau. « Combien de temps dure ton service? »« Jusqu'à 16 heures. Je ferai en sorte que quelqu'un t'escorte à la sortie. Ne va pas seul à ta voiture. Ne dévie pas du plan. » « Quel plan? Je n'ai adhéré à aucun plan. »« Le plan qui assure ta survie et celle de ta fille. » Lena fixa le message, la gorge serrée. 6 mots qui transformaient tout en une effrayante réalité. Elle rangea son téléphone et retourna à ses tâches, traversant son service comme un automate, prenant les constantes, vérifiant les dossiers, adressant des sourires aux patients, tout en se sentant comme une cible avec une mire dessinée sur son dos. Dehors,
les surveillants restaient, les hommes de Damian, les membres du gang rival, tous en cercle, attendant quelque chose. Et Lena était piégée au milieu, une mère célibataire qui n'avait rien fait de mal, si ce n'est d'envoyer un SMS à un mauvais numéro. À 15h45, son service touchait à sa fin. Mais quand elle regarda de nouveau par la fenêtre, 3 voitures inconnues s'étaient ajoutées au parking. Les observateurs se multipliaient, et elle devait passer au milieu d'eux pour rentrer chez sa fille. À l'autre bout de la ville, dans un entrepôt imprégné d'huile de moteur et de fumée de cigarettes, Victor Vulov examinait des photographies étalées sur une table métallique. Son neveu Anton se tenait à côté de lui, les bras croisés, attendant un verdict. Les photos étaient granuleuses, mais suffisamment nettes. Une femme sur l'autoroute 47, entourée des hommes de Damian Vesser. La même femme dans une maison du quartier de Riverside. La même femme dans une école élémentaire, puis à l'hôpital. Tu es certain qu'elle était à l'endroit de Millerborn. L'accent de Victor était prononcé, son anglais précis mais glacial. Oui, oncle, nous avons suivi le convoi de Vézère là-bas. Cette femme était déjà sur place. Elle a envoyé un SMS à quelqu'un. Nous l'avons vue sur son téléphone juste avant leur arrivée. Victor tapota une des photos. Et Vesser lui-même est venu. Pas seulement ses soldats, il était venu personnellement, et resté avec elle plusieurs minutes, puis la raccompagner chez elle. Anton se pencha en avant. Il ne fait pas ça pour des civils aléatoires, elle est importante pour lui. Victor étudia le visage de la femme sur la photographie. Elle semblait ordinaire, des yeux fatigués, un uniforme d'infirmière, rien de remarquable. Mais cela ne signifiait rien. Les meilleurs informateurs semblaient toujours inoffensifs. Qu'est-ce que nous savons d'elle? Anton consulta son téléphone. Lena Harper, 32 ans, infirmière à Mercy General, mère célibataire, une fille. Amelia, 6 ans, vit seule dans une maison de location. Pas de casier judiciaire, pas de lien évident avec l'organisation de Vesser, ce qui la rend parfaite, dit Victor doucement, caché à la vue de tous. Une infirmière a accès aux dossiers hospitaliers, aux informations des urgences. Elle pourrait lui fournir des renseignements sur les opérations rivales, qui est blessé, qui arrive avec des blessures par balle. Cela avait du sens, trop de sens. Vézère était assez intelligent pour utiliser quelqu'un qui semblait innocent. Elle est protégée, continua Anton. J'ai compté au moins 4 de ces hommes en rotation autour de sa maison, la nuit dernière. 2 autres l'ont suivi ce matin. Un devant l'école de sa fille, un autre à l'hôpital. C'est beaucoup de ressources pour un civil lambda. Victor acquiesça lentement. Plus Vézère offrait de protection, plus elle devait être précieuse. Nous devons savoir ce qu'elle sait. Tu veux que je l'attrape? Discrètement, pas de violence si nous pouvons l'éviter. Nous posons des questions, elle donne des réponses. Et si elle n'est vraiment qu'une infirmière au mauvais endroit? Victor haussa les épaules. Nous la laissons partir. Mais si elle travaille pour Vézère, nous l'utilisons comme levier. Anton sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On s'est renseigné aujourd'hui. Nous connaissons maintenant sa routine. Elle dépose sa fille à l'école à 7h45, travaille jusqu'à 16h, récupère sa fille à 17h15. Très prévisible. Victor tapota la photo de l'école. C'est notre fenêtre, la sortie de l'école. Beaucoup de parents, beaucoup de chaos. Nous l'approchons comme des citoyens concernés. Nous la faisons venir avec nous de son plein gré. Et les hommes de Vézère, ils garderont leur distance pour ne pas attirer l'attention. Ils ne déclencheront pas de fusillade devant des enfants. L'expression de Victor se durcit. Au moment où ils réaliseront ce qui se passe, nous l'aurons déjà. À 3 pâtés de maison de l'hôpital, Carlos était assis dans une berline banalisée, observant l'équipe de surveillance du gang rival à travers des jumelles. Ils étaient à 3 maintenant, changeant de position, prenant des photos, documentant chaque mouvement de Lena. Son oreillette crépita. « Ils sont de plus en plus audacieux, chef. » La voix de Damian arriva, calme mais tendue. « Je sais, Victor n'est pas stupide. Il pense qu'elle est un atout. Elle ne l'est pas, cependant. Elle n'est qu'une civile qui n'a pas eu de chance. Peu importe ce qu'elle est. Ce qui importe, c'est ce qu'il pense qu'elle est. » Il y eut un silence. « À quelle distance sont-ils? » « Trop près. L'un d'eux a essayé de la suivre à l'intérieur de l'hôpital. J'ai demandé à Marcus de le couper à l'entrée. C'était accidentel, mais il ne recule pas. » Damian jura doucement. « Ils sont en train de créer un profil, d'apprendre sa routine. » Exactement. Ce qui signifie qu'il prévoit quelque chose. Carlos regarda un membre du gang rival prendre une autre photo de l'entrée de l'hôpital. Ce n'était plus de simples observateurs. C'était de la planification opérationnelle. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Carlos. « Reste sur eux, n'engage pas le combat à moins qu'ils ne fassent un mouvement, et double la garde à l'école de sa fille. Si Victor est intelligent, et il l'est,
il la frappera pendant la dépose ou la reprise de la fille. Chaos maximum, couverture maximale. Tu veux que je l'avertisse? Elle est déjà terrifiée. Lui dire qu'il prévoit de l'attraper ne fera qu'aggraver les choses. La frustration de Damian transperça. Assure-lui juste sa sécurité. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Carlos mit fin à l'appel et s'installa pour une longue veillée. C'était la partie du travail qu'il détestait. Attendre que l'autre camp fasse son mouvement. Savoir que cela allait arriver, mais ne pas savoir quand. À l'intérieur de l'hôpital, Lena ignorait que 2 groupes d'hommes faisaient des plans autour d'elle, comme si elle était une pièce d'échec. À 16 heures, Lena pointa sa sortie. Ses mains tremblaient encore d'une décharge d'adrénaline après un cas traumatique. Un ouvrier du bâtiment tombait de 3 étages. Il avait survécu, mais à peine. Elle se sentait épuisée, vidée d'une manière qui dépassait le physique. Cheryl l'attrapa à la sortie du personnel. « Tu es sûre que ça va? Tu es nerveuse toute la journée. »« Je vais bien. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. »« Eh bien, repose-toi bien. Tu as l'air de t'effondrer. » Lena hocha la tête et poussa la porte, puis se figea. Un homme se tenait directement sur son chemin, veste sombre, visage impassible, main posée sur sa ceinture d'une manière qui suggérait une arme dissimulée. « Madame Harper. » Ce n'était pas une question. « Je m'appelle Marcus. Monsieur Weiser m'a envoyé pour vous escorter à votre voiture. » Son cœur battait la chamade. « Je peux aller à ma voiture toute seule. Je sais, mais vous ne le ferez pas seul. » Ses yeux balayèrent le parking. « Restez près de moi. Ne vous arrêtez pour personne et montez rapidement dans votre voiture. Comprenez? » L'autorité calme dans sa voix était d'une façon ou d'une autre plus effrayante qu'une menace. Lena hocha la tête muettement. Ils traversèrent le parking ensemble. Marcus se positionna entre elle et les autres voitures, son langage corporel criant la sécurité professionnelle. Lena sentait tous les yeux sur eux, réels ou imaginaires. Elle monta dans sa Honda avec des mains tremblantes. Marcus attendit qu'elle démarre le moteur, puis parla à travers sa vitre entr'ouverte. « 2 voitures vous suivront. Restez calme. Conduisez normalement. Ne vous arrêtez nulle part, sauf à l'école et à la maison. »« C'est insensé, » murmura Lena. « Oui, madame. Ça l'est, mais cela vous maintient en vie. » Il recula. « Allez, votre fille vous attendra. » Lena quitta le parking, observant dans son rétroviseur un SUV noir se placer derrière elle. Plus loin, elle aperçut la berline grise. Le gang rival, supposa-t-elle maintenant. Et derrière elle, un autre des véhicules de Damian. Elle était au centre d'un convoi qu'elle n'avait jamais demandé, se dirigeant pour récupérer sa fille à l'école, tandis que les criminels tournaient comme des requins. « C'est ma vie maintenant, » dit-elle à la voiture vide. « C'est réellement ma vie. » Son téléphone vibra. Un autre message de Damian. « Demain sera plus difficile. Il prévoit quelque chose. Restez vigilante à la sortie de l'école. Mes hommes seront proches, mais vous devez être prête. » Prête pour quoi? Pour qu'ils fassent leur mouvement. L'estomac de Lena se serra. Il lui restait 1h15 avant la sortie de l'école. 1h15 pour se préparer à quelque chose qu'elle ne comprenait pas, pour protéger sa fille d'un danger qu'elle ne pouvait pas voir. Tout cela à cause d'un seul mauvais message texte, un chiffre qui avait mis une cible sur leurs 2 dos. L'après-midi du jour suivant, Lena arriva au parking de l'école primaire de Pinewood 15 minutes en avance. Ses paumes étaient émoites de sueur sur le volant malgré l'air frais d'octobre. Elle avait à peine dormi de nouveau. Chaque craquement de la maison la faisait sursauter, sachant que quelqu'un, Marcus, ou un autre des hommes de Damian, était assis dehors dans l'obscurité. Restez vigilante à la sortie de l'école. Le message de Damian l'avait avertie. Il prévoit quelque chose. Elle balaya le parking du regard. Tout semblait normal. Des parents assis dans leur voiture, consultant leur téléphone. Quelques arrivants précoces discutant près de l'aire de jeu, l'agent de circulation ajustant son panneau stop. Pourtant, Lena avait appris à sonder au-delà des apparences. Là, garé le long de la rue, un VU16 noir, moteur en marche, appartenait à Damian, et 2 voitures plus loin, un homme seul dans une Nissan, feignant de lire un journal. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas bon du tout. Son téléphone vibra. « Nous les voyons, 2 véhicules de leurs hommes. Restez dans votre voiture jusqu'à ce que la cloche sonne. N'approchez personne qui vous aborde le premier. Damian. » Le cœur de Lena battait à tout rompre. Elle répondit en tapant « Et s'ils essaient de prendre Amelia? Ils ne le feront pas. Trop de témoins. C'est vous qu'ils veulent, pas elle. Mais si quelque chose d'imprévu arrive, rejoignez votre voiture et partez. Ne vous arrêtez pas. Mes hommes s'occuperont du reste. » La cloche sonna à 5h15. Les enfants se déversèrent du bâtiment comme une vague de sacs à dos et de bruit. Lena se força à patienter, à respirer, à adopter l'attitude de n'importe quel parent venu chercher son enfant. Elle vit la classe d'Amelia surgir,
Madame Patterson les guidant vers la zone de ramassage désignée. Amelia riait à quelque chose que son ami Madison avait dit. Son projet de papillon serré à 2 mains. Normal, magnifique, innocent. Lena sortit de sa voiture. C'est alors qu'elle les aperçut, 2 hommes en costume traversant le parking. Ils avaient l'air officiel. Chemise, cravate, insignes accrochés à leur ceinture. L'un était grand et élancé, l'autre, plus trapu, avait une coupe de cheveux sévèrement rasée. Ils avançaient avec détermination, balayant la foule du regard. Plusieurs parents les observaient nerveusement. La présence policière dans une école mettait toujours les gens mal à l'aise. L'homme le plus grand repéra Lena, établit un contact visuel direct et commença à marcher vers elle. L'instinct de Lena lui hurlait « Fuyez !» Mais elle était figée. Il y avait des parents partout, des enfants partout. Que pouvaient-ils bien faire devant tant de monde? Madame Harper, l'homme grand s'arrêta à quelques pieds d'elle, son expression professionnellement neutre. Il sortit un insigne, un bouclier doré d'apparence officielle. « Je suis le détective Morgan. Voici le détective Pierce. Nous devons vous parler un instant. » L'insigne semblait authentique. Tout chez eux avait l'air réel. À quel sujet? La voix de Lena fut plus assurée qu'elle ne l'était intérieurement. Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes autour de votre résidence. Pour votre sécurité et celle de votre fille, nous souhaiterions que vous veniez au poste de police pour répondre à quelques questions. Le sourire du détective Morgan était poli, rassurant. Cela ne prendra que quelques minutes. Je ne comprends pas. Quel genre d'activité suspecte? Nous préférerions en discuter dans un cadre plus privé. Le trapu, Pierce, s'avança, se positionnant subtilement pour lui bloquer la vue des autres parents. Votre fille peut attendre avec Madame Patterson, cela ne prendra pas longtemps. Quelque chose dans sa manière de bouger fit frissonner Lena. Trop proche, trop insistant. Je voudrais appeler mon avocat d'abord. Madame, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous avons juste quelques questions à vous poser. Le ton de Morgan resta amical, mais sa main se posa sur son coude. Si vous pouviez simplement nous accompagner à notre véhicule. Ne me touchez pas. Lena retira brusquement son bras. C'est alors que les événements s'accélérèrent. Un autre homme surgit d'entre 2 voitures garées, plus jeune, vêtu d'un blouson de cuir, ne cherchant absolument pas à avoir l'air d'un détective. Il tendit la main vers l'autre bras de Lena. « Madame Harper, s'il vous plaît, ne faites pas de scène. Laissez-moi tranquille. » La voix de Lena porta à travers le parking. Les parents se retournèrent pour fixer la scène. Puis, quelqu'un s'interposa. Marcus, le garde de Damian, celui de l'hôpital. Il apparut si soudainement, comme s'il s'était matérialisé de nulle part, sa main se refermant sur le poignet de l'homme au blouson de cuir. Elle a dit de ne pas la toucher. C'est une affaire de police. Morgan tendit à nouveau la main vers son insigne, mais Marcus ne le regarda même pas. Cet insigne est faux, et vous, messieurs, vous devez partir maintenant. 2 autres hommes de Damian émergèrent du VUS noir, traversant le parking avec une rapidité effrayante. Les parents saisirent leurs enfants, reculant. Madame Patterson resta figée à l'entrée de l'école, une main sur sa bouche. La main de Pierce se dirigea vers sa veste, vers une arme, réalisa Lena, le sang glacé dans les veines. Mais Marcus fut plus rapide. Il attrapa le poignet de l'homme d'une poigne de fer. Pas ici, pas devant les enfants. Un instant, tout fut suspendu dans un silence terrible. Les faux détectives, les hommes de Damian, les parents confus, les enfants effrayés. Lena, au centre de tout, tremblante, douloureusement consciente qu'Amelia était à 20 pieds, observant la scène. Puis, une nouvelle voiture entra dans le parking. Une berline noire élégante qui attirait l'attention par sa simple présence. Damien en sortit. Il n'accéléra pas son pas, ne courut pas, se contenta de traverser le pavé avec l'assurance calme d'un homme qui savait que toutes les personnes ici l'attendraient. Les faux détectives le reconnurent immédiatement. Lena le vit dans la façon dont leurs expressions changèrent, le masque de l'autorité professionnelle se fissurant pour révéler quelque chose de plus dur. « Messieurs !» La voix de Damian était calme, presque conversationnelle, mais elle traversa le parking comme une lame. « Je crois que la dame vous a demandé de partir. » Le détective Morgan se redressa, tentant de retrouver un peu d'autorité. « Cela ne vous concerne pas. En fait, cela me concerne beaucoup. » Damian s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches, complètement détendu. « Voyez-vous, vous harcelez une civile devant des enfants à l'école élémentaire. C'est du travail bâclé. » Anton. Le détective au crâne rasé, Pierce, se hérissa en entendant son vrai nom. « C'est votre informatrice, ne jouez pas. » C'est une infirmière qui a envoyé un SMS au mauvais numéro. Les yeux de Damian étaient froids. Mais votre oncle s'est convaincu du contraire.
Alors nous avons cette situation embarrassante où vous essayez d'enlever une femme innocente de l'école de sa fille. Nous n'étions pas... Ne m'insultez pas. La température de la voix de Damian chuta de 20 degrés. Je sais exactement ce que vous faisiez, et cela s'arrête maintenant. La main d'Anton tressaillit vers sa veste à nouveau. Marcus et les autres gardes se tendirent, prêts. Voulez-vous vraiment commencer quelque chose ici? Damian désigna la foule de parents filmant avec leur téléphone. Devant des témoins, devant des enfants, cela attirerait tous les flics de la ville sur nous tous. Il avait raison, Anton le savait. Ils le savaient tous. Dites à Victor que je suis prêt à parler, a poursuivi Damian, sa voix gardant ce calme mortel. Mais si vous l'approchez, elle ou sa fille, à nouveau, nous ne parlerons plus. Compris? La confrontation dura 5 secondes, qui parurent 1 heure. Puis Anton recula, fit un signe de tête à ses hommes. Ce n'est pas terminé. Non, Damian acquiesça, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Les faux détectives se retirèrent vers leur véhicule, pas les voitures de police que Lena attendait, mais des berlines banalisées, et s'éloignèrent lentement, délibérément, signifiant clairement qu'ils choisissaient de partir. Les genoux de Lena cédèrent. Marcus la retint par le bras, la maintenant debout. « Amelia, haleta-t-elle, j'ai besoin... Occupez-vous de votre fille, rentrez chez vous. » Damian se détournait déjà. « Mes hommes vous suivront, nous devons parler, mais pas ici, pas maintenant. » « Que se passe-t-il » Madame Patterson s'approcha en hâte, le visage pâle. « Dois-je appeler la police? La vraie police ?»« Non, » dit Damian fermement, puis adoucit son ton. « Il y a eu un malentendu, c'est résolu. » Il retourna à sa voiture et, en quelques secondes, il avait disparu. Lena trébucha vers Amelia, qui pleurait maintenant, effrayée par le tohu-bohu. Elle serra sa fille dans ses bras, la serrant fort. « Maman, qui était en ces hommes? Pourquoi criait-il? » « Tout va bien, mon amour, tout va bien maintenant. » Un autre mensonge, parce que rien n'allait bien. Ils venaient d'essayer de l'enlever en plein jour, devant tout le monde, et demain, ils essaieraient encore. Lena ne rentra pas chez elle. Elle ne pouvait pas. Marcus le lui fit comprendre en ouvrant la portière de sa voiture sur le parking de l'école. « Madame Harper, Monsieur Vézery a besoin de vous voir ce soir. Il n'est pas sûr de rentrer chez vous. Je dois ramener ma fille. Elle est terrifiée. C'est précisément pourquoi vous devez venir avec nous. » Sa voix était douce, mais inflexible. « Ils savent où vous vivez. Ils ont essayé de vous prendre en public. Pensez-vous qu'ils n'essaieront pas de nouveau quand il fera sombre et calme ?» Lena regarda Amelia, serrant toujours son projet de papillon, les yeux rouges de larmes. Elle pensa à sa petite maison, avec ses jardinières et sa balançoire rouillée. Pensa à la vie qu'elle avait construite après le départ du père d'Amelia. La vie normale, sûre, prévisible. Cette vie était terminée. Où allons-nous? Quelque part en sécurité. Quelque part où ils ne pourront pas vous atteindre. 20 minutes plus tard, la Honda de Lena suivait le VUS de Marcus hors de la ville, dans les collines où les maisons cédèrent la place à des domaines cachés derrière des murs de pierre et des grilles en fer forgé. Amelia s'était endormie sur la banquette arrière, épuisée par la peur et la confusion. Ils tournèrent Main sur une route privée, passèrent un portail de sécurité qui s'ouvrit automatiquement et s'arrêtèrent devant une vaste maison moderne qui semblait tout droit sortie d'un magazine d'architecture. Tout en verre, en acier et en angle vif, entouré de forêts. « C'est une maison sécurisée » demanda Lena alors que Marcus lui ouvrait la portière. L'une d'elles, M. Vézery possède plusieurs propriétés. Celle-ci est la plus sécurisée. Il désigna l'entrée. « Venez, il nous attend. » À l'intérieur, la maison était tout aussi impressionnante. Haut plafond, mobilier minimaliste, œuvres d'art coûteuses aux murs. Mais Lena remarqua à peine. Elle était trop occupée à porter Amelia, trop occupée à essayer de ne pas s'effondrer. Damien se tenait dans le salon principal, contemplant les fenêtres du sol au plafond, donnant sur la forêt assombrissante. Il avait troqué son costume pour un simple pull noir et un jean, semblant, d'une certaine manière, plus dangereux dans des vêtements décontractés qu'il ne l'avait été sur le parking. Il se tourna lorsqu'ils entrèrent. « Il y a une chambre à l'étage, 2e porte à droite. Votre fille peut y dormir, elle sera en sécurité. » Lena ne discuta pas. Elle porta Amelia à l'étage, trouva la chambre, décorée comme un hôtel de luxe complètement impersonnel, et allongea sa fille sur le lit. Elle retira les chaussures d'Amelia, la couvrit d'une couverture et l'embrassa sur le front. « Je suis juste en bas, mon amour, » murmura-t-elle, même si Amelia était déjà profondément endormie. Quand elle redescendit, Damian versait du whisky dans 2 verres. Il lui en offrit un. « Je ne bois pas. Ce soir, vous pourriez vouloir. » Il le posa quand même sur la table à côté d'elle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Lena s'assit sur le bord d'un canapé en cuir coûteux,
Son uniforme d'infirmière, douloureusement mal assorti au cadre, contrastait fortement. Je veux des réponses, de vraies réponses, pas seulement des avertissements de danger ou des « fais-moi confiance ». Je veux comprendre pourquoi tout cela arrive. C'est juste, acquiesça Damian, en s'asseyant en face d'elle, l'air grave. Il y a 2 nuits, tu as envoyé un message textuel à ce que tu croyais être le numéro de ton frère. Une erreur d'un chiffre. Ce numéro m'appartenait, plus précisément à une ligne d'urgence cryptée que j'utilise pour mon organisation. Ton empire criminel, tu veux dire? La voix de Lena était dépourvue d'émotion. Oui, répondit-il sans ciller. Je dirige une opération qui transporte des marchandises le long de la côte Est. Certaines sont légales, la plupart non. J'ai des adversaires, des individus qui convoitent ma fortune ou désirent à ma chute. La famille Vlhov représente actuellement la plus grande menace. Les hommes à l'école, c'était Anton Vlhov, le neveu de Victor. Damian se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Depuis 6 mois, Victor et moi sommes engagés dans une guerre froide. Nous nous volons mutuellement des cargaisons, nous renversons nos fidèles, nous repoussons les limites. La situation n'a pas encore dégénéré en conflit ouvert, mais on n'en est pas loin, très près même. Les mains de Lena tremblaient. Elle saisit le verre de whisky, ne cherchant qu'à avoir quelque chose à tenir, même si elle ne le buvait pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Quand ton message est arrivé sur ma ligne d'urgence, j'ai cru que c'était l'un des miens en difficulté. La Miller Barn, l'endroit que tu as mentionné, était un point de dépôt que nous utilisions avant qu'il ne soit compromis. Alors, en voyant ce message, j'ai imaginé le pire. J'ai envoyé mes meilleurs hommes. J'y suis allé moi-même. Et les Vlhov étaient toujours à l'affût. Ils me pistent partout, cherchant failles et opportunités. Ils t'ont vu avec moi, avec mes hommes, sur un lieu lié à mon activité. Sa mâchoire se serra. Ils ont pris des photos et ont fait une supposition logique de leur point de vue, que tu travailles pour moi. Exactement. Une infirmière sans casier judiciaire, sans lien évident avec mon univers. Une couverture parfaite pour un informateur. Quelqu'un qui pourrait transmettre des informations sans éveiller les soupçons. Des dossiers hospitaliers, des rapports de police, tout ce qui passe par une oreille. Il la regarda dans les yeux. Il pense que tu me fournis des renseignements depuis des mois. Lena se sentit mal. Mais ce n'est pas vrai. Je ne te connais même pas. Je le sais, tu le sais, dit Damian. Mais Victor Vlhov, il secoua la tête. Il est persuadé que tu es une ressource, et les ressources ont de la valeur. Il va donc tenter soit de te retourner contre moi, soit de t'interroger pour obtenir des informations, soit de t'éliminer pour m'envoyer un message. C'est insensé. La voix de Lena se brisa. Je suis une mère célibataire, je fais des quarts de 12 heures, je prépare les déjeuners et j'aide aux devoirs. Je ne fais pas partie de ce monde. Tu en fais partie maintenant, dit Damian, sa voix calme mais ferme, à cause d'un numéro mal composé, parce que tu t'es retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, parce que j'ai répondu à ton message et qu'il te surveillait. C'est donc de ta faute. La colère déferla, supplantant la peur de Lena. Tu as fait ça à ma fille et à moi. Oui. Il ne se défendit pas, ne chercha aucune excuse. C'est ma faute. Tu es en danger à cause de moi, de mon monde, de mes ennemis, de mes erreurs, et j'en suis désolé. Cette excuse l'a pris au dépourvu. Elle s'était attendue à une diversion, une justification, tout sauf une simple admission de culpabilité. « Désolé ne règle rien », dit-elle, la voix brisée. « Désolé ne les empêchera pas de me traquer. »« Non, mais la protection pourrait le faire, » dit Damian en se levant pour se diriger vers la fenêtre. « Je peux vous protéger, toi et ta fille, mais vous devez rester ici, dans l'une de mes propriétés, jusqu'à ce que je puisse convaincre Victor que tu n'es personne, juste une civile qui s'est retrouvée prise entre 2 feux. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Des jours, peut-être des semaines. » Des semaines? Lena se leva d'un bond. « J'ai un emploi, Amelia à l'école. Je ne peux pas simplement disparaître. »« Tu ne peux pas retourner à ta vie normale en ce moment. Pas sans risque, » dit Damian en se tournant vers elle. « Aujourd'hui, ils ont essayé de t'enlever devant l'école de ta fille. Demain, ils pourraient ne pas être aussi courtois, ils pourraient attendre que tu sois seul. » Ou ils pourraient ne pas attendre du tout. Les jambes de Lena faiblirent. Elle se laissa retomber sur le canapé, le verre de whisky serré dans les 2 mains. « Je ne peux pas vivre comme ça, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas élever ma fille en me cachant, entourée de criminels qui me surveillent. »« Je sais, et c'est pourquoi je vais y mettre fin rapidement, » dit Damian d'une voix d'acier. « Mais jusqu'à ce que j'y parvienne, tu dois être quelque part où ils ne peuvent pas te joindre. Quelque part où ils ne peuvent ni te blesser, ni t'utiliser contre moi.
Pourquoi? Léna leva les yeux vers lui. Pourquoi cela te préoccupe-t-il? Tu ne me dois rien. Je ne suis personne pour toi. Pendant un long moment, Damian garda le silence. Quand il parla, sa voix était plus calme qu'auparavant. Parce que c'est ma faute. Parce que toi et ta fille méritez mieux que d'être des dommages collatéraux dans la guerre de quelqu'un d'autre. Et parce que... Il fit une pause. Parce que j'ai déjà trop de sang sur les mains pour y ajouter le tien. Léna le fixa, cet homme qui inspirait la peur d'un seul regard, qui évoluait dans un monde de violence comme si de rien n'était. Mais à cet instant précis, elle percevait autre chose. Du regret, un sens des responsabilités, peut-être même de l'humanité. « Je ne te fais pas confiance, dit-elle. « Bien, tu ne devrais pas, répondit-il. Mais fais-moi confiance sur un point. Te garder en vie est dans mon intérêt. Si Victor met la main sur toi, il t'utilisera contre moi, que tu aies des informations ou non. Ta sécurité et ma survie sont désormais interconnectées. » C'était la chose la plus honnête qu'on lui ait dite depuis des jours. Léna baissa les yeux vers le verre de whisky, puis prit finalement une gorgée. Cela brûla tout le long de sa gorge. « Quel choix ai-je? » ?»« Aucun, dit Damian simplement. « Je suis désolé pour cela aussi. » Léna ne dormit pas non plus cette nuit-là. Elle resta allongée près d'Amélia dans la chambre inconnue, fixant le plafond, écoutant les bruits de la planque, gardes patrouillant à l'extérieur, voix basses parlant dans des radios, le bourdonnement de systèmes de sécurité qu'elle ne voyait pas, mais dont elle savait qu'ils étaient là. À l'aube, elle avait pris sa décision. Elle trouva Damian dans la cuisine, buvant du café et lisant quelque chose sur sa tablette. Il leva les yeux quand elle entra, son expression illisible. « Je ne peux pas rester ici, » dit Léna sans préambule. « Merci pour la protection, pour tout expliquer, mais je ne peux pas élever ma fille dans un endroit comme celui-ci. » Damian posa son café. « Un endroit comme quoi? Une forteresse entourée d'hommes armés et de caméras de sécurité où chaque porte est verrouillée et chaque fenêtre est équipée de capteurs. » Sa voix était ferme, répétée. Elle avait répété ce discours dans sa tête pendant des heures. Amélia a 6 ans, elle a besoin de normalité. Elle a besoin d'école, d'amis et de fêtes d'anniversaire, pas de ça. Elle a besoin d'être en vie, dit Damian doucement. Non, la contenance de Léna céda. N'utilise pas ma fille pour me manipuler. Je ne te manipule pas, je te dis la vérité. Il se leva, se rapprochant mais gardant une distance entre eux. Tu crois que rentrer chez toi, l'envoyer à l'école, faire comme si tout était normal, tu crois que ça la protège? Je pense que la cacher avec des criminels ne la protège pas non plus. Alors, quel est ton plan? Sa voix était calme mais insistante. Rentrer chez toi, espérer que les Vulov abandonnent, ils ne le feront pas. Ils ont investi des ressources en toi. Ils croient même que tu as des informations. J'ai besoin de te protéger. Partir ne change rien. Léna serra ses bras autour d'elle. J'irai voir la police, la vraie police, obtenir une protection. Déposer un rapport et leur dire quoi? Qu'une organisation mafieuse te prend pour une informatrice parce que tu as envoyé un mauvais message. Damian secoua la tête. La police ne peut pas te protéger de Victor Vulov. Au mieux, ils te diront d'être prudente. Au pire, il a des flics à sa solde qui lui diront exactement où tu es et ce que tu as dit. Alors, je suis censé te faire confiance à la place? Faire confiance à l'homme qui m'a mise dans cette situation? Oui, pas d'hésitation. Parce que j'ai les ressources pour te garder en sécurité et la motivation. Ta mort aide Victor. Ta sécurité m'aide. C'est aussi simple que cela. Rien de tout cela n'est simple. La voix de Léna se brisa. Ma fille m'a demandé ce matin pourquoi nous ne rentrions pas à la maison. Que suis-je censé lui dire? Que maman a fait une erreur et que des méchants nous poursuivent. Maintenant, dis-lui que tu es en vacances. Dis-lui que c'est une aventure. Dis-lui tout ce qui peut la protéger de la peur. L'expression de Damian s'adoucit légèrement. Les enfants sont résilients. Elle s'adaptera plus vite que tu ne le penses. Elle ne devrait pas avoir à s'adapter à ça. Des larmes brûlaient derrière les yeux de Léna. Elle devrait s'inquiéter des dictées et des drames de la cour de récréation, pas de savoir si quelqu'un va blesser sa mère. Je sais. Un instant, quelque chose de brut apparut sur le visage de Damian. Je sais que ce n'est pas juste. Rien de tout cela ne l'aime, mais la justice n'importe pas en ce moment. La sécurité importe. Être en vie importe. Léna se détourna, regardant la forêt au-delà de la fenêtre. C'était magnifique ici. Paisible, serein, une cage dorée. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Combien de temps avant que tout cela ne se termine ?»« Je ne sais pas. Victor doit être convaincu que tu n'es personne. Cela nécessite soit des preuves, soit... » Il marqua une pause. « D'autres formes de persuasion. Qu'est-ce que cela signifie ?»
Et cela signifie que je dois faire en sorte que le coût de ta poursuite soit plus élevé que le bénéfice, lui faire comprendre que tu ne vaux pas les ressources qu'il dépense. Léna se retourna pour lui faire face. Et s'il ne te croit pas? La mâchoire de Damian se serra. Alors, cela se terminera autrement. La violence? Oui. Au moins, il était honnête. Léna devait lui accorder cela. Il ne l'enjolivait pas. Il ne prétendait pas que ce monde était autre chose que ce qu'il était. « Je veux des garanties, » dit-elle finalement. « Si je reste ici, j'exige des garanties concernant ma fille. Nomme-les. Aucune arme autour d'elle. Aucune. Peu importe que tes hommes soient armés, mais pas à sa vue. Pas là où elle peut poser des questions. » Damian acquiesça. C'est fait. Elle a besoin d'activités, des livres, des jeux, quelque chose pour l'occuper. Elle ne peut pas rester assise dans une chambre pendant des jours. Je demanderai à Marcus d'apporter tout ce dont vous avez besoin. Des jouets, du matériel artistique, tout ce que tu désires. Et je veux des nouvelles chaque jour. Je veux savoir ce qui se passe, ce que tu fais pour régler ça. Fini les surprises. D'accord? Léna inspira profondément. Et quand tout cela sera terminé, quand ce sera vraiment terminé, nous partons. De nouvelles identités si nécessaire, un déménagement si besoin, mais nous retrouvons notre vie. Tu ne nous suis pas, tu ne nous surveilles pas, tu ne nous contactes plus jamais. Quelque chose passa sur le visage de Damian. Tu as ma parole. Ta parole, rigola amèrement Léna. La parole d'un criminel, c'est tout ce que je puis vous offrir, mais je tiens toujours mes engagements. Ses yeux s'ancrèrent dans les siens. Une fois tout ceci terminé, vous ne me reverrez jamais. Léna désirait ardemment le croire. Elle aspirait à la fin de ce cauchemar, à retrouver sa vie banale, prévisible et sécurisante. Cependant, ces 3 derniers jours lui avaient cruellement enseigné que certaines choses, une fois brisées, sont irréparables. « D'accord, » murmura-t-elle. « Nous resterons, mais non par confiance en vous, plutôt parce que je n'ai pas d'alternative. C'est honnête, j'apprécie. Encore une chose. » La voix de Léna se durcit. « Si jamais il arrive quoi que ce soit à ma fille à cause de cela, à cause de vous, peu importe la portée de vos opérations ou le nombre de vos hommes, je trouverai un moyen de vous le faire payer. Comprenez-vous » L'expression de Damian demeura inchangée, mais un éclair de respect scintilla dans son regard. Compris. Au milieu de la matinée, la maison sécurisée avait subi une métamorphose. Marcus arriva avec 3 sacs remplis de livres pour enfants, de fournitures de coloriage, de puzzles et d'une tablette débordant de jeux éducatifs. Un autre garde apporta des provisions, de la vraie nourriture, pas seulement des plats surgelés. Quelqu'un avait même déniché un lapin en peluche identique à celui d'Amelia, au cas où elle perdrait le sien. Léna observait cela avec un mélange de gratitude et de ressentiment. C'étaient des criminels, des hommes probablement auteurs d'actes répréhensibles, mais ils traitaient sa fille avec une considération inouïe. Amelia s'adapta plus vite que Léna ne l'aurait imaginé. Au déjeuner, elle coloriait à la table de la cuisine, bavardant sur les papillons qu'elle avait appris à l'école, apparemment indifférente à leur nouvel environnement singulier. « Est-ce notre nouvelle maison ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de son dessin. « Juste pour un petit moment, ma chérie. Elle est vraiment grande. Puis-je explorer? Reste à cet étage, d'accord? Et ne sors pas sans moi. »« D'accord. » Amelia recommença à colorier, acceptant déjà la nouvelle normalité. Léna enviait la résilience de sa fille. Elle aurait aimé s'adapter aussi facilement, feindre que ce n'était qu'une aventure plutôt qu'un cauchemar. Damian garda ses distances la majeure partie de la journée, travaillant dans un bureau au 2e étage. Mais en fin d'après-midi, Léna le trouva dans le salon, regardant les nouvelles sur une tablette. « Il y a un rapport sur hier, » dit-il sans lever les yeux. « L'incident à l'école. Quelques parents ont déposé des plaintes concernant des hommes suspects à la sortie des classes. La police qualifie cela de non sérieux. Aucune arrestation. » Bien sûr que non. Léna s'assit à l'autre bout du canapé. Parce que rien ne s'est réellement passé, n'est-ce pas? Juste un malentendu. Dans le dossier officiel, oui. Ils restèrent un moment en silence. Puis Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, serrant son nouveau livre de coloriage. « Maman, je peux montrer mon papillon à cet homme ?» Léna se tendit. « Amelia, ce n'est pas grave. » La voix de Damian s'adoucit d'une manière que Léna n'avait jamais entendue auparavant. « Je voudrais bien le voir. » Amelia se précipita vers lui, sans aucune crainte, et lui tendit le livre de coloriage. « Tu vois, je l'ai fait violet et or. Madame Patterson a dit, ce ne sont pas les vraies couleurs des papillons, mais je les trouve jolis. » Damien examina sérieusement les dessins. « Je les trouve parfaits, bien mieux que des papillons bruns ennuyeux. » Amelia rayonna. « Comment tu t'appelles ?»« Damian. »« C'est un grand nom. »« C'en est un, et toi ?»«
Amelia Rose Harper, la partie rose, c'est pour ma grand-mère. C'est un beau nom. Lena observa cet échange, la gorge serrée. C'était l'homme responsable d'avoir bouleversé sa vie. Et sa fille lui montrait son œuvre comme si c'était n'importe quel autre adulte. Mais Amelia ne savait pas. Elle ne voyait qu'un homme gentil avec elle. Peut-être était-ce une grâce. Ou peut-être n'était-ce qu'une autre réalité que Lena devait accepter. 3 jours devinrent 4, puis 5. Le temps s'écoula étrangement dans la maison sécurisée, à la fois trop lentement et trop vite. Lena se retrouva plongée dans des routines indésirables, apprenant des schémas qu'elle aurait préféré ne jamais connaître. 6 heures du matin, la relève des gardes. Elle l'entendait chaque matin, le discret échange de voix, les pas sur le gravier, les moteurs de voiture qui démarraient et s'arrêtaient. 7 heures du matin, Damian sortait de son bureau, toujours avec un café, vérifiant toujours son téléphone en premier. 8 heures du matin, petit déjeuner avec Amelia, prétendant que tout était normal, prétendant qu'elles étaient en vacances, comme elle l'avait dit à sa fille. Le reste de la journée se confondait dans une brume de livres de coloriage et de normalités fabriquées. Mais sous la surface, Lena observait, analysait et commençait à comprendre la machinerie dans laquelle elle avait été entraînée. L'opération de Damian fonctionnait avec une précision militaire. Les gardes tournaient toutes les 6 heures. Jamais le même homme 2 fois de suite. Les communications se faisaient en code. Elle entendait des fragments, des chiffres et des lieux qui ne signifiaient rien pour elle, mais tout pour eux. Des visiteurs allaient et venaient. Des hommes en costumes coûteux qui parlaient à voix basse dans le bureau de Damian en ressortant des heures plus tard avec des expressions sombres. Et toujours les armes, cachées sous les vestes, attachées aux chevilles, enfermées dans des mallettes près de la porte. Damian avait tenu sa promesse. Aucune n'était visible là où Amelia pouvait les voir, mais Lena savait qu'elles étaient là. Elle sentait leur présence comme un poids dans l'air. « Vous m'observez » dit Damian un soir, la trouvant dans la cuisine après qu'Amelia fut couchée. Lena ne le nia pas. « J'essaie de comprendre comment cela fonctionne, votre monde. Et qu'avez-vous appris? Que vous êtes paranoïaque. Que vous ne faites confiance à personne, que chaque conversation est calculée, chaque mouvement planifié. » Elle soutint son regard. « Que vous vivez comme un homme qui s'attend à la trahison à chaque tournant. » Des observations pertinentes. Il se versa du whisky dans une carafe en cristal. « Vous avez raison sur tous les points. Comment vivez-vous ainsi? » L'habitude. Il but une gorgée. On serait surpris de ce qui devient normal quand sa vie en dépend. Lena voulait dire qu'elle ne s'habituerait jamais à cela, que cela ne serait jamais normal. Mais après 5 jours, elle savait déjà quels gardes étaient amicaux, lesquels elle pouvait solliciter pour de petits services. Elle reconnaissait déjà le bruit des pas de Damian par rapport à ceux de Marcus, et elle vérifiait déjà elle-même les moniteurs de sécurité avant de se coucher. Peut-être que s'adapter était une question de survie. Peut-être que c'était tout ce qu'il faisait. Le 6e jour, les choses changèrent. Lena se réveilla au son de voix fortes en bas. Pas des cris, mais une urgence, ce genre d'intensité contenue qui signalait que quelque chose n'allait pas. Elle vérifia Amelia, qui dormait toujours profondément, puis descendit prudemment les escaliers. Damian se tenait dans le salon avec Marcus et 2 autres gardes, tous concentrés sur un écran d'ordinateur portable. « Montrez-moi encore » dit Damian. Marcus relança les images de surveillance. Même de sa position sur l'escalier, Lena put le voir. Une silhouette à la lisière de la propriété, visible quelques secondes seulement avant de disparaître dans les arbres. Puis un autre angle, une silhouette différente, un emplacement différent. 3 tentatives distinctes la nuit dernière, rapporta Marcus, toutes venant de directions d'approche différentes. Ils sondent nos défenses, testent les temps de réaction, ajouta l'un des autres gardes, pour voir à quelle vitesse nous réagissons, où nous sommes positionnés. La mâchoire de Damian était crispée. Victor devient audacieux ou désespéré. Quoi qu'il en soit, il préparait quelque chose. Lena a dû faire un bruit car les 4 hommes se sont tournés vers elle. Elle descendit lentement les escaliers, consciente d'être en pyjama et peignoir, consciente de ne pas avoir sa place dans cette conversation. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Damian échangea un regard avec Marcus, puis répondit. « Les Volov ont trouvé cet endroit. Ils surveillent la propriété. Vous avez dit que cet endroit était sécurisé. Il l'est, mais aucun endroit n'est invisible éternellement. » Il referma l'ordinateur portable. « Ils testent notre périmètre, cherchant des faiblesses. Pourquoi? Que veulent-ils? Vous, ils pensent toujours que vous avez des informations à extraire. » La peur se noua dans l'estomac de Lena. « Alors, que faisons-nous »
Nous restons vigilants, nous augmentons les patrouilles, nous nous préparons. » La voix de Damian était calme, mais elle voyait la tension dans ses épaules. « Et nous ne sous-estimons pas Victor. Il est patient, mais il est aussi impitoyable. » Durant les 2 jours suivants, les incursions s'intensifièrent. Lena les observait sur les moniteurs de sécurité. Des ombres à la lisière des arbres, des véhicules circulant lentement sur la voie d'accès, des drones vrombissant dans le ciel, jusqu'à ce que les hommes de Damian les abattent avec ce qui ressemblait à des fusils de haute technologie. L'atmosphère dans la maison sécurisée changea radicalement. Les gardes portaient désormais leurs armes ouvertement, la promesse de Damian oubliée face à la menace grandissante. Les conversations se faisaient en phrases courtes et hachées. Chacun se déplaçait plus vite, vérifiait les coins, regardait par-dessus son épaule. Lena occupait Amelia, la tenant éloignée des fenêtres, la distrayant avec des jeux et des histoires. Mais la nuit, quand sa fille dormait, Lena se tenait à la fenêtre de la chambre et observait les bois, y voyant des formes qui auraient pu être des arbres ou des hommes. « Vous devriez vous tenir éloigné des fenêtres, » dit Damian un soir, apparaissant derrière elle si silencieusement qu'elle sursauta. « Je ne peux pas dormir. » « Moi non plus. » Il se tint à ses côtés, tous deux fixant l'obscurité. Ils sont là-bas, ils observent, ils attendent une ouverture. Quand s'arrêteront-ils? Quand ils obtiendront ce qu'ils veulent, ou quand le coût deviendra trop élevé? Il marqua une pause. Je travaille à ce que ce soit cette dernière solution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'exerce une pression, que je perturbe les opérations de Victor, que je lui coûte de l'argent et des ressources, le forçant à choisir entre vous, poursuivre et protéger ce qui lui appartient. M'utiliser comme appât? Non, vous utilisez comme motivation. Et sa voix devint douce. Il y a une différence. Lena n'en voyait pas, mais elle était trop épuisée pour discuter. Le 8e jour, Marcus trouva quelque chose lors d'une inspection du périmètre. Un petit engin explosif soigneusement dissimulé près de l'une des routes d'accès. Pas assez puissant pour détruire la maison, mais suffisant pour immobiliser un véhicule, créer le chaos, pour ouvrir une brèche. « C'est un piège », expliqua Marcus à Damian, tandis que Lena écoutait depuis l'embrasure de la porte. « Ils essaient de nous attirer dehors ou de nous ralentir. Tactique de guérilla classique. »« Combien ? Nous en avons trouvé 3. Il pourrait y en avoir plus. » L'expression de Damian s'assombrit. « Ils se préparent à un assaut. Victor a cessé de jouer. »« Que faisons-nous » demanda Marcus. « Nous fortifions. Nous nous préparons. Et nous nous assurons qu'ils regrettent d'être venus ici. » Le regard de Damian dévia. « Emmenez-la et l'enfant dans la pièce de sécurité ce soir. »« Je veux qu'elle soit en lieu sûr. »« Pièce de sécurité ?» La voix de Lena se brisa. « Une pièce sécurisée, chaque refuge en est une. Acier renforcé, alimentation électrique autonome, provision pour 72 heures. » Il s'avança vers elle. « Ce n'était qu'une précaution. Penses-tu qu'ils vont attaquer? Je crois que Victor perd patience. Et quand les hommes patients deviennent impatients, ils passent à l'action. » Sa voix était posée, mais son regard dur. « Je ne les laisserai pas t'atteindre, mais j'ai besoin que tu sois quelque part où je sais que tu es protégé. » Cette nuit-là, Damian lui fit découvrir la pièce sécurisée, dissimulée derrière une fausse cloison au sous-sol, accessible par un verrou biométrique. À l'intérieur s'y trouvait une petite chambre, une salle de bain et une kitchenette. Suffisamment confortable, mais clairement pensée pour les situations de siège. « Si quelque chose arrive, lui dit Damian, tu viens ici. Tu verrouilles cette porte. Tu ne l'ouvres pour personne, sauf moi ou Marcus. Tu comprends? » Lena acquiesça, la gorge nouée. « C'est donc cela. Ils vont vraiment attaquer. Peut-être, peut-être pas. Mais nous nous préparons au pire et espérons le meilleur. » Il plongea son regard dans le sien. « Je te promets de te protéger. Je tiens mes promesses. » Lena voulait le croire. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, écoutant les préparatifs, les armes vérifiées, les positions consolidées, les gardes chuchotant avec une intensité palpable. Elle comprit que la tempête approchait et que le temps leur était compté. Cela se produisit à 2h47, 02h47, du matin. Lena fut tirée de son sommeil par un son qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle reconnut instantanément. Des tirs. Non pas des tirs de cinéma, bruyants et dramatiques, mais des claquements secs qui déchirèrent la nuit, tels des os qui se brisent. Elle était déjà hors du lit avant même que son esprit ne comprenne tout à fait ce qui se passait, courant à travers le couloir vers la chambre d'Amelia. Sa fille était assise, les yeux écarquillés par la terreur. « Maman, tout va bien, mon amour, nous allons bien. » Lena la souleva, couverture et tout. « Tu te souviens de ce que Damian nous a dit?
Nous allons dans la pièce spéciale maintenant. » D'autres coups de feu, plus proches. Les fenêtres vibrèrent. Léna courut vers l'escalier du sous-sol, ses pieds nus claquant sur le parquet. Derrière elle, elle entendait des cris, des bruits de pas précipités, le son métallique d'armes que l'on chargeait. La maison était passée du calme à une zone de guerre en quelques secondes. Elle atteignit la porte du sous-sol, alors qu'une explosion secouait la maison. Pas tout près, mais suffisamment. Les lumières clignotèrent. « Alimentation de secours activée », annonça une voix informatisée. Les mains de Léna tremblèrent alors qu'elle pressait sa paume contre le verrou biométrique. Cela sembla prendre une éternité. Puis, la porte cachée s'ouvrit avec un clic, révélant la pièce sécurisée. « Amélia, vite !» Elle posa sa fille et s'apprêtait à sceller la porte. Mais quelque chose la fit hésiter. Par la petite fenêtre en haut de l'escalier du sous-sol, elle pouvait voir le moniteur de sécurité accroché au mur. Plusieurs flux de caméras montraient le chaos. Des éclairs de tir dans l'obscurité, des silhouettes se déplaçant à travers les arbres, les gardes de Damian ripostant depuis leur position défensive. C'était une attaque frontale. Au moins une douzaine d'assaillants, peut-être plus. Les instincts d'infirmière de Léna lui hurlèrent d'aider, mais ses instincts maternels étaient plus forts. Elle commença à refermer la porte de la pièce sécurisée. Puis, elle la vit. La caméra numéro 7, celle de la porte arrière, celle qui donnait sur la route de service. 3 silhouettes se déplaçant le long du mur d'enceinte, utilisant l'assaut sur l'avant de la propriété comme couverture. Ils étaient vêtus de noir, munis de coupe-boulons, travaillant sur le verrou de la porte. Personne ne surveillait cette section. Tous les hommes de Damian étaient concentrés sur l'attaque principale. C'était une diversion. « Maman, j'ai peur !» La voix d'Amélia était faible depuis l'intérieur de la pièce sécurisée. L'esprit de Léna s'emballa. Si ces hommes passaient par la porte arrière, ils auraient un chemin dégagé vers la maison, vers le sous-sol, vers la pièce sécurisée où elle et Amélia seraient empiégées. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro de Damian et appela. Il répondit au premier coup de fil, sa voix hargneuse. « Léna, es-tu dans la pièce sécurisée ? Caméra 7, 3 hommes avec des coupe-boulons. C'est une diversion. L'attaque à l'avant n'est qu'une couverture. » Il y eut une demi-seconde de silence. Puis, Marcus, porte arrière, 3 contacts. Des tirs éclatèrent à travers le téléphone. L'appel fut coupé. Léna fixa le moniteur, observant les 3 hommes travailler sur le verrou. Ils étaient à quelques secondes de percer. Elle regarda Amélia, effrayée et minuscule dans l'embrasure de la pièce sécurisée. Puis, elle fit un choix qu'elle espérait ne pas regretter. « Reste ici, mon amour. Ne quitte pas cette pièce. Verrouille la porte derrière moi. »« Maman, non. Maintenant, Amélia. » Sa voix fut plus dure qu'elle ne le voulait. « Verrouille-la. Ne l'ouvre pour personne, sauf moi ou Damian. » Elle ferma la porte, entendit le verrou s'enclencher, puis sprinta vers l'escalier du sous-sol. Le rez-de-chaussée était un chaos maîtrisé. 2 gardes tiraient depuis les fenêtres. Un autre criait des coordonnées dans une radio. La fumée envahissait l'air provenant de quelque chose qui brûlait à l'extérieur. Léna attrapa le garde le plus proche. Elle ne connaissait pas son nom. « Porte arrière. »« Ils sont en train de forcer la porte arrière. » Il se retourna, l'évalua en une fraction de seconde, puis parla dans sa radio. « Contact position arrière. Hostiles à l'entrée de service. » Mais Léna pouvait voir sur le moniteur le plus proche que personne n'était assez près. Les 3 silhouettes avaient coupé le verrou. La porte était en train de s'ouvrir. Elle courut à la cuisine, attrapa le plus grand couteau du bloc, puis se dirigea vers la porte arrière. Elle n'avait aucun plan, aucune formation, juste le courage désespéré d'une mère et la certitude que si ces hommes entraient, Amélia serait leur cible. La porte arrière menait à une arrière-cuisine et à une entrée de service. Léna se posta derrière la porte, le couteau serré des 2 mains, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait lui transpercer les côtes. Elle entendit des bottes sur le gravier, des instructions chuchotées dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Russe peut-être. La poignée de porte tourna. Chaque instinct lui hurlait de courir, de se cacher, de retourner auprès d'Amélia. Mais elle tint bon. La porte s'ouvrit. Un homme en tenue tactique entra, arme levée, balayant la pièce du regard. Léna ne réfléchit pas. Elle se lança en avant et percuta la porte de son épaule, le piégeant entre la porte et l'encadrement. Il grogna de douleur, son arme tombant au sol dans un cliquetis. « Contact !» cria-t-il à son équipe. Mais Léna hurlait déjà. « Ici! Ils sont ici! Entrée arrière !» L'homme tenta de lever son arme, mais Léna la fit basculer d'un coup de pied. Elle n'était pas une combattante. Elle n'avait jamais été impliquée dans un vrai combat de sa vie. Mais la terreur et son instinct maternel la rendirent féroce. Elle frappa avec le couteau, non pas pour tuer,
mais pour le tenir à distance, pour faire du bruit, pour gagner du temps. Des pas résonnèrent dans le couloir. Marcus apparut le premier, arme au poing, saisissant la scène instantanément. Il tira une fois, non pas sur l'homme avec qui Léna luttait, mais au-delà de lui, vers la porte ouverte où ses coéquipiers tentèrent d'entrer. 2 autres gardes de Damian arrivèrent, et soudain, l'entrée arrière devint une boîte à tuer. Les assaillants à l'extérieur reculèrent, traînant leurs blessés, criant des ordres. Marcus attrapa Léna et la tira derrière lui. « Retournez dans la pièce sécurisée maintenant !» Mais l'assaut fléchissait déjà. Les assaillants à l'avant, réalisant que leur diversion avait échoué et qu'ils étaient repris de flanc, commencèrent à battre en retraite. Les tirs devinrent sporadiques, puis cessèrent entièrement. Des sirènes hurlèrent au loin. Quelqu'un avait appelé la police. La vraie police. Cette fois. « Ils se retirent », rapporta un garde de l'avant. « Ils retournent à leur véhicule. » Damian apparut. Son visage était maculé de fumée. Une coupure au-dessus de son sourcil saignait abondamment. Ses yeux trouvèrent Paulina immédiatement. « Tu étais censé être dans la pièce sécurisée. » Il passait par la porte arrière. Personne ne surveillait. Sa voix trembla. Je ne pouvais pas les laisser. Amelia était en bas. Elle ne termina pas sa phrase. Ses jambes lâchèrent. Marcus la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Elle nous a sauvés », dit Marcus d'une voix basse. Elle les a repérés sur le moniteur, a signalé la situation, puis les a retenus à la porte jusqu'à ce que nous puissions intervenir. Si elle n'avait pas... Il ne termina pas la phrase. Damian la fixa, son expression indéchiffrable. Puis il s'agenouilla à côté d'elle, prenant son visage entre ses mains, vérifiant ses blessures. « Tu saignes ?» Léna baissa les yeux. Sa main était coupée. Elle avait serré la lame du couteau à un moment donné, sans s'en rendre compte. Du sang gouttait sur le sol. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. « C'est tout. » La voix de Damian était rauque. « Tu as repéré leur stratégie. Tu nous as prévenus. Tu les as repoussés. » Il marqua une pause. « Tu as sauvé des vies cette nuit. » Léna se mit à trembler. Le choc, l'adrénaline, la peur, tout la submergeait en même temps. « Amelia, j'ai besoin... » « Je vais la chercher. » Damian se leva. Marcus panse sa main. Et que quelqu'un balaie le périmètre. Je veux savoir s'ils ont laissé des surprises derrière eux. Il disparut vers le sous-sol. Léna se laissa enfin s'effondrer, le couteau tombant de ses mains dans un cliquetis. Elle l'avait fait. Elle avait protégé sa fille. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas juste une victime impuissante. Mais alors que l'adrénaline s'estompait, une pensée se cristallisa avec une clarté effrayante. Ce n'était pas fini. Les Vulov venaient de déclarer la guerre. Au lever du jour, la maison sécurisée ressemblait à une scène de crime. Des impacts de balles constellaient les murs extérieurs. Des éclats de verre brisés scintillaient sur le sol. Des traces de brûlure de l'explosion noircissaient l'allée. La police était venue et repartie, prenant des dépositions, photographiant les dégâts, prétendant ne pas savoir exactement quel genre de maison c'était ni qui en était le propriétaire. Léna était assise à la table de la cuisine, sa main bandée lancinante, regardant Amelia dormir sur le canapé. Sa fille avait pleuré pendant 20 minutes après que Damian l'ait remontée de la pièce sécurisée. Puis l'épuisement l'avait emportée. Maintenant, elle dormait, son pouce dans la bouche, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. « La police gobe l'histoire ?» demanda Marcus à Damian dans le couloir. Léna pouvait les entendre clairement. Effraction à domicile, interrompue par la sécurité. Ils ne se soucièrent pas d'en savoir plus. La voix de Damian était lasse. Victor a été malin. Ces hommes ne portaient aucune marque d'identification, n'ont laissé aucun corps, ont emmené leurs blessés avec eux. Rien qui puisse le relier à ça. Sauf que nous savons. Des pas s'approchèrent. Damian apparut dans l'embrasure de la cuisine, 2 tasses de café à la main. Il en posa une devant Léna et s'assit en face d'elle. « Tu devrais te reposer, » dit-il. « Vous devriez en faire autant, » dit-elle en désignant les points de suture au-dessus de son sourcil, posés par un de ces hommes qui semblait avoir une formation de secouriste de campagne. Combien de points? Elle a eu pire. Ils restèrent un instant en silence, tous les deux trop nerveux pour dormir, trop épuisés pour faire grand-chose d'autre. La maison retrouvait son calme, à l'exception des gardes qui évaluaient les dégâts et recherchèrent d'éventuels dispositifs de surveillance. « Merci, » dit finalement Damian, « pour ce que vous avez fait ce soir. Je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour ma fille. Je sais, mais vous avez quand même sauvé des vies, mes hommes, peut-être moi-même. Cette faille est à la porte arrière. » Il secoua la tête. C'était le véritable plan de Victor. L'assaut frontal n'était qu'un leurre. Si vous ne l'aviez pas repéré. « Ne faites pas de moi ce que je ne suis pas, » dit Léna d'une voix douce.
Je ne suis pas courageuse. J'étais terrifiée. La bravoure n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Damian la regarda dans les yeux. Vous aviez toutes les raisons de vous enfermer dans cette pièce sécurisée et de vous cacher. Personne ne vous aurait blâmé, mais vous avez vu une menace et vous l'avez affrontée. J'ai attrapé un couteau de cuisine. Je sais à peine comment le tenir. Vous avez tenu la ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Dans mon monde, cela fait de vous un soldat. Il marqua une pause. Plus que cela, vous pensez tactiquement. Vous avez repéré la diversion alors que mes propres hommes l'ont manqué. Ce genre de conscience, cet instinct, la plupart des gens ne l'ont pas. Lena baissa les yeux sur sa main bandée. Dans mon monde, je prends soin des gens. Je ne les combats pas. Et peut-être que vos mondes sont plus proches que vous ne le pensez. Vous protégez, moi aussi, juste avec des méthodes différentes. Elle avait envie d'argumenter, de maintenir la distance entre eux, de le ranger dans la case « criminel » pour ne pas avoir à reconnaître son humanité. Mais après cette nuit, après l'avoir vu coordonner ses hommes, après avoir vu le soulagement sur son visage quand il a retrouvé Amelia indemne, ces cloisons devenaient difficiles à maintenir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Le regard de Damian s'endurcit. « Maintenant, je m'assure que Victor regrette la nuit dernière. Je m'assure qu'il comprenne qu'attaquer chez vous fut la pire erreur qu'il ait pu commettre. Plus de violence, une violence stratégique, calculée, précise. » Il sortit son téléphone, lui montra une carte couverte de marqueurs. Victor a 12 opérations principales dans cette région. Des routes de livraison, des façades de blanchiment d'argent, des raquettes de protection. Au cours des deux prochaines semaines, je vais systématiquement démonter chacune d'elles. À cause de moi. Parce qu'il est entré chez moi et a essayé de prendre ce que je protège. Parce qu'il a mis en danger une enfant. Parce qu'il doit apprendre que certaines limites ne doivent pas être franchies. La voix de Damian était froide. Une fureur contrôlée animait ses paroles. Le temps que j'ai fini, il sera tellement occupé à essayer de sauver sa propre opération qu'il n'aura plus de ressources à vous consacrer. Lena étudia la carte. Chaque marqueur représentait quelque chose d'illégal, quelque chose qui blessait des gens. Mais chaque marqueur représentait aussi le pouvoir de Victor Vulov, et Damian allait tout anéantir. Vous allez déclencher une guerre. La guerre a commencé quand il a pris ses photos sur l'autoroute 47. La nuit dernière n'était que la première bataille majeure. Damian rangea son téléphone. Mais cela se terminera d'une manière ou d'une autre. Soit Victor accepte votre insignifiance et lâche prise, soit il perd tout en essayant de prouver le contraire. Et s'il ne lâche pas prise, le silence de Damian fut une réponse suffisante. Au cours des heures suivantes, Lena observa la transformation de Damian. L'homme qui avait fait preuve de douceur avec Amelia, qui avait promis de la garder en sécurité, disparut derrière un masque de froide détermination. Il passa 3 heures en appels chiffrés, parlant en code, mais avec une autorité indéniable. Des pièces bougeaient sur son échiquier. Des opérations étaient lancées. Des hommes déployés dans des lieux que Lena ne connaîtrait jamais. « Cible Alpha compromise », rapporta Marcus. « Notre entrepôt de Dock Street, perte totale. Cible Charlie, ensuite, » ordonna Damian. « Frappez-les avant qu'ils ne puissent relocaliser leurs actifs. » Carlo arriva en milieu de matinée avec une tablette pleine de mises à jour. Lena ne put entendre toute la conversation, mais elle saisit des fragments. Conteneur saisi, compte gelé. 3 de ses lieutenants avaient fait défection. Damian démantelait l'empire de Victor, morceau par morceau, avec une précision chirurgicale. « Ça vous dérange ?» demanda Lena lorsque Damian sortit de son bureau plusieurs heures plus tard. « Détruire le travail de toute une vie. Il a d'abord essayé de détruire le vôtre. Il a terrorisé une mère célibataire et sa fille de 6 ans à cause d'une supposition erronée. Les yeux de Damian étaient durs. Je dors bien la nuit. Et les gens qui travaillent pour lui, ceux qui vont perdre leur emploi, leurs moyens de subsistance, ils ont fait le choix de travailler pour Victor Vulov. Les choix ont des conséquences. Il marqua une pause, et quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement. Mais si cela peut aider, la plupart de ce que je démantèle ne nuit pas aux civils. Expédition illégale, distribution de drogue, trafic d'armes. Je ne vise pas les épiceries de quartier ou les pressings. C'était une distinction, supposait Lena, une distinction mince, mais elle existait. Ce soir-là, tandis qu'Amelia coloriait à la table de la cuisine, Damian s'assit en face d'elle, son ordinateur portable ouvert, coordonnant toujours son offensive, mais il leva les yeux quand Amelia lui tendit son dessin. « Celui-ci est pour vous, » dit-elle timidement, « pour vous remercier de nous avoir protégés. C'était un dessin d'une maison. Cette maison, réalisa Lena,
avec des bonshommes bâtons à l'intérieur, deux adultes, un enfant, une famille qui n'en était pas une. Damian prit délicatement le dessin, comme s'il était fait de verre. C'est magnifique, Amelia, merci. Vous avez des enfants? Demanda Amelia, avec la curiosité franche des enfants de 6 ans. Non, je n'en ai pas. Pourquoi pas? Commença Lena, mais Damian leva une main. Parce que ma vie n'est pas sûre pour des enfants. Je travaille dans un endroit dangereux, avec des gens dangereux. Ce ne serait pas juste pour eux. Mais vous nous protégez, fit remarquer Amelia avec une logique enfantine. C'est différent. C'est ma responsabilité parce que j'ai commis une erreur. Mais avoir des enfants à moi... Il jeta un coup d'œil à Lena, quelque chose d'insondable dans ses yeux. Ce serait un choix, et je ne peux pas faire ce choix en toute conscience. C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite, pensa Lena. Pas une justification ou une défense, juste la vérité brute. Son monde était violent, et il le savait. Plus tard, après qu'Amelia fut couchée, Lena trouva Damian debout près de la fenêtre, le dessin d'Amelia à la main. « Vous la respectez, » dit Lena. « Ma fille, vous ne lui avez pas parlé de haut. Elle mérite le respect. Vous aussi ?» Il posa délicatement le dessin sur la table. « J'ai repensé à ce que vous avez dit plus tôt, que vous n'êtes pas courageuse. Mais je pense que vous vous trompez. Nous avons déjà eu cette conversation, pas cette partie. » Il se tourna vers elle. « Vous êtes une mère célibataire qui élève un enfant seul, travaillant des journées de 12 heures, joignant les deux bouts, bâtissant une vie à partir de rien. Cela demande un type de courage différent de ce que je fais. Un courage quotidien, soutenu et sans glamour. » Lena sentit sa gorge se serrer. « Je fais juste ce que je dois faire. Moi aussi. Peut-être que c'est ce que nous avons en commun. » Il la regarda dans les yeux. « Nous protégeons ce qui nous importe, coûte que coûte. » À cet instant, Lena le vit clairement, non pas comme un criminel ou un sauveur, mais comme un homme pris dans le même piège qu'elle, prenant des décisions impossibles dans une situation impossible. « Je ne vous fais toujours pas confiance, » dit-elle. « Bien, » répondit Damian. « La confiance est dangereuse dans mon monde, mais le respect... » Il sourit légèrement. « C'est quelque chose que nous pouvons tous deux nous permettre. » La première semaine, Victor Villov perdit son centre de distribution principal, 3 route de livraison, et 2 ceux de ses lieutenants les plus fidèles. La deuxième semaine, son opération de blanchiment d'argent s'effondra, lorsque des agents fédéraux, alertés par des canaux anonymes, perquisitionnèrent simultanément 4 de ses entreprises de façade. La troisième semaine, la moitié de son équipe restante fit défection ou disparut, ne voulant pas couler avec le navire. Lena observa tout cela depuis le refuge, comme on regarde une avalanche au ralenti. Le téléphone de Damian sonnait constamment avec des mises à jour. Des cartes sur son ordinateur portable montrèrent des croix rouges apparaître sur les opérations de Victor, l'une après l'autre, un démantèlement systématique d'une précision quasi chirurgicale. « Cible éco-neutralisée », rapporta Carlo un matin. « Le dernier entrepôt de Vulov est à nous maintenant. Il n'est plus qu'à des opérations de rue et à ce qu'il peut transporter dans une mallette. » Damian hocha la tête, impassible, mais Lena vit la satisfaction dans ses yeux. « Maintenez la pression. Je veux qu'ils comprennent que cela se termine quand je dis que cela se termine. » La vie au refuge trouva un rythme étrange. Les murs endommagés furent réparés. La sécurité fut triplée. Mais à mesure que le pouvoir de Victor s'effritait, le niveau de menace diminuait. Plus d'attaques exploratoires, plus de drones. Les observateurs dans les bois disparurent. Amelia s'adapta avec la résilience de l'enfance. Elle créa des jeux élaborés, construisit des forts en coussin, apprit à dessiner des papillons avec une précision croissante. Elle posait moins de questions sur le moment où il rentrerait à la maison, acceptant cette nouvelle normalité avec une flexibilité que Lena enviait. « Damian est-il comme mon papa ?» demanda Amelia un après-midi alors qu'elle faisait des cookies. Une scène domestique qui semblait surréaliste compte tenu de leurs circonstances. Les mains de Lena restèrent immobiles dans la pâte à biscuits. « Pourquoi poses-tu cette question ?»« Parce qu'il est beaucoup là et qu'il nous protège, comme les papas sont censés faire. Ce n'est pas ton papa, ma chérie. C'est quelqu'un qui nous aide à traverser une période difficile. Mais je l'aime bien. » La voix d'Amelia était basse. « C'est bien ?» Lena serra sa fille contre elle. De la farine les saupoudrait toutes les deux. « Oui, ma puce, c'est bien d'aimer les gens qui sont gentils avec toi. » Mais la question se logea dans la poitrine de Lena comme une écharde. Amelia s'attachait, et quand tout cela serait terminé, quand il s'éloignerait, comme Damian l'avait promis, ce serait une autre perte à gérer pour sa fille. La 4e semaine, Victor Vulov était désespéré. « Il essaie de nous contacter par des intermédiaires, »
dit Marcus à Damian lors d'une de leurs séances de stratégie. Lena était dans la pièce d'à côté, mais elle pouvait entendre chaque mot. Il veut négocier les termes. Il dit qu'il est prêt à accepter que la femme Harper ne soit qu'une insignifiante. Qu'est-ce qu'il offre? Des concessions territoriales. 3 pâtés de maisons au centre-ville, des droits d'expédition exclusifs sur le couloir sud, et une garantie de non-représailles pour l'assaut du refuge. Il offre ce qu'il n'a plus le pouvoir de livrer. Le rire de Damian était glacial. Transmets-lui que mes seules exigences sont un retrait total de mes territoires et une reconnaissance formelle de sa part concernant sa faute d'avoir ciblé un civil sans motif légitime. Cette capitulation lui fera perdre une réputation considérable. Ceux qui lui restent fidèles percevront cela comme une faiblesse. Et c'est précisément le but. Je souhaite que chacun comprenne les conséquences de s'en prendre à une personne placée sous ma protection. Lena entra, s'arrêtant sur le seuil. Et s'il n'accepte pas? Les deux hommes se tournèrent vers elle. L'expression de Damian restait impénétrable. Alors, ce conflit perdurera jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Plus de violence, plus de destruction. C'est son choix, pas le mien. Je lui ai offert une porte de sortie. S'il est trop orgueilleux pour l'emprunter, ce sera sa propre responsabilité. Mais Lena décela l'épuisement sur son visage, le fardeau de quatre semaines de guerre incessante. Le conflit l'affectait également, même s'il refusait de l'admettre. Victor Vulov accepta les conditions de Damian un mardi, 2 matin. La reconnaissance officielle fut transmise par les canaux criminels habituels. Une déclaration enregistrée admettant qu'il avait poursuivi un civil innocent en raison d'informations erronées. Cette déclaration circulerait dans le milieu, une tache indélébile sur la réputation de Victor. Associée à ses pertes territoriales, elle le détrônait de son statut de puissance majeure. « C'est terminé », annonça Damian à Lena ce soir-là. Victor a déclaré publiquement ta non-culpabilité. S'en prendre à toi maintenant le ferait paraître encore plus faible. Lena sentit la nouvelle comme un choc physique. Terminé. Après quatre semaines vécues dans l'incertitude, c'était réellement terminé. Alors, nous pouvons rentrer à la maison? Damian hésita. Pas chez toi. Victor a beau avoir reconnu son erreur, ça ne signifie pas que tout le monde dans son organisation l'acceptera. Certains de ces hommes pourraient encore te garder rancune, te percevoir comme une affaire inachevée. Alors, où irons-nous? Nouvelle ville, nouvelles identités, nouveau départ. Il ouvrit un dossier, révélant des documents, des actes de naissance, des cartes de sécurité sociale, tous avec des noms différents. J'ai des personnes spécialisées dans ce domaine. Tu seras Emily Ross, une enseignante de l'Ohio, qui déménage pour le travail. Amelia deviendra Sophie. Des antécédents vierges, des historiques vérifiables, tout ce dont vous avez besoin. Lena fixa les documents, ces noms qui effaceraient son existence. Je disparais, tout simplement. Je laisse tout derrière moi. C'est l'option la plus sûre. Victor est neutralisé, mais le monde dans lequel j'évolue a une longue mémoire. De cette façon, tu en seras vraiment libéré. Et ma mère, mon frère Marcus, le vrai, mes amis, tu pourras les contacter ultérieurement, une fois qu'un temps suffisant se sera écoulé, mais pour la première année, une rupture nette est si plus sûre. La voix de Damian s'adoucit. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que tu perds plus que tu ne devrais, mais tu seras vivante. Amelia sera en sécurité. Lena pensa à sa petite maison avec ses jardinières fleuries, à son emploi à l'hôpital, au café où tout le monde connaissait sa commande, à la vie qu'elle avait patiemment bâtie après le départ du père d'Amelia. Tout cela s'envolait. « Où » demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Denver, bonnes écoles, excellent système hospitalier. Tu pourras continuer ton métier d'infirmière. J'ai déjà établi tes accréditations. Vérifier ta licence sous le nouveau nom. Tu disposeras de 6 mois de frais de subsistance et d'un compte ouvert. Assez de temps pour trouver un emploi et t'installer. Tu as pensé à tout. C'est le moins que je puisse faire. » Damian referma le dossier. « Vous partez dans 3 jours. Cela nous donne le temps de te familiariser avec ta nouvelle histoire. Assure-toi que tu te sentes à l'aise avec cette identité. 3 jours avant que tout ne bascule à nouveau. » Ce soir-là, Lena trouva Damian à sa place habituelle, près de la fenêtre, contemplant l'obscurité. « Merci, dit-elle, d'avoir tenu ta promesse, de nous avoir gardés en vie. Je t'ai dit que je tenais mes promesses. Est-ce que tu iras bien après notre départ ?» La question sembla le surprendre. « Je vais toujours bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Damian se tourna vers elle, et un instant, le masque tomba. Elle décela sa solitude, l'isolement de sa vie, dans un monde où la confiance était une monnaie et la trahison, la norme. « Elle va me manquer.
dit-il doucement. Amélia, ses dessins, ses questions, son rire. Il marqua une pause. Et il me manquera d'avoir quelqu'un qui me regarde comme si j'étais capable d'être plus que ce que je suis. Tu es plus que ce que tu es. Peut-être. Ou peut-être n'as-tu vu que ce dont tu avais besoin pour survivre à cette épreuve. Il s'éloigna de la fenêtre. 3 jours, Léna. Ensuite, tu retrouveras ta vie. Un nom différent, une ville différente, mais ta vie, c'est tout ce qui compte. Il la laissa seule. Léna réalisa qu'en ces quatre semaines passées dans son monde, quelque chose avait changé. Elle ne lui faisait pas confiance, et probablement ne le ferait jamais. Mais elle le comprenait, et la compréhension était parfois plus complexe que la confiance. 6 semaines plus tard, Emily Ross était assise dans un coin d'un petit café du centre-ville de Denver, observant l'agitation matinale à travers les grandes baies vitrées. Les montagnes se dessinaient au loin, enneigées et magnifiques. Un nouveau départ à plus d'un titre. Amelia, Sophie maintenant, même si Léna glissait encore parfois, était à sa nouvelle école, 3 pâtés de maisons plus loin. Riverside Elementary. De bons professeurs, des classes à effectifs réduits, une cour de récréation où les enfants riaient sans crainte. Sa fille s'était adaptée plus vite que Léna ne l'avait imaginé, se faisant des amis, ramenant des dessins avec son nouveau nom fièrement affiché. Léna sirota son café et vérifia son téléphone. Aucun message, c'était devenu la norme. Son ancien numéro était déconnecté, ses anciens contacts inaccessibles. La femme nommée Léna Harper n'existait plus que dans les souvenirs et les archives hospitalières. La porte du café s'ouvrit. Léna le sentit avant de le voir. Cette conscience particulière qu'elle avait développée durant ces quatre semaines passées dans son monde. Damian Vézery entra, vêtu d'un jean et d'une veste en cuir, ressemblant en rien au chef mafieux qui avait démantelé un empire. Il aurait pu être n'importe qui. C'était probablement fait exprès. Il la repéra immédiatement, traversa le café et s'installa dans la banquette en face d'elle. « Tu es venu, dit Léna. Tu me l'as demandé. » Il jeta un coup d'œil autour du café, de vieilles habitudes, évaluant les sorties et les menaces. « Comment t'adaptes-tu » ? C'est étrange. Étrange, mais bien. Sophie adore son école. Je commence à l'hôpital général de Denver la semaine prochaine. Il pense que je suis une infirmière de l'Ohio avec 5 ans d'expérience aux urgences, ce qui est techniquement vrai, mais sous un nom différent. Et toi, comment vas-tu ? Léna considéra la question. Je m'adapte. Parfois, j'oublie et je manque de dire mon vrai nom. Parfois, je vois un SUV noir et mon cœur s'emballe. Mais la plupart du temps, elle sourit légèrement. La plupart du temps, je suis reconnaissante d'être à nouveau ennuyeuse. L'ennui te convient ? Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. Ils restèrent un instant en silence, le café vibrant de personnes ordinaires, menant des vies ordinaires. Personne ici ne savait ce qu'ils avaient enduré. Personne ne connaissait la violence qui les avait réunis. « Je voulais te remercier, » dit Léna finalement, « d'avoir tenu ta promesse, de nous avoir protégés, de nous avoir donné cette chance. Tu n'as pas à me remercier, c'est ma faute depuis le début. Peut-être, mais tu aurais pu partir, aurais pu décider que nous ne valions pas la peine. » Elle rencontra son regard. « Tu ne l'as pas fait, ça signifie quelque chose. » L'expression de Damian s'adoucit légèrement. « Sophie m'a envoyé quelque chose il y a quelques jours. » Il sortit son téléphone, lui montrant une photo, un des dessins de papillons d'Amélia, photographié et envoyé via un canal crypté que Léna ne comprenait pas. Sa fille avait écrit en bas, en lettres soigneuses, « Merci d'être courageux. » La gorge de Léna se serra. Elle voulait te dire au revoir. Je ne pouvais pas lui dire comment te contacter. Alors Marcus l'a aidé. Il a un faible pour les enfants. Damen rangea son téléphone. Dis-lui que je le garderai, que ça signifie plus qu'elle ne le sait. Je le ferai. Un autre silence, celui-ci plus lourd. Ils savaient tous les deux ce qui allait suivre. C'est un adieu, dit Léna. Oui, il le faut. Mon monde et le tien ne peuvent plus se chevaucher. Pour ta sécurité, pour l'avenir de Sophie. Je sais. Léna tendit la main, la plaçant sur la sienne. Juste un instant. Je ne sais toujours pas si tu es un homme bon qui fait de mauvaises choses ou un homme mauvais qui a fait une bonne chose. Est-ce que ça a de l'importance ? Non. Je suppose que non. Elle retira sa main. Je veux juste que tu saches que dans une autre vie, dans des circonstances différentes, je pense que nous aurions pu être amis. Le sourire de Damian était authentique, chaleureux et douloureusement triste. Dans une autre vie, peut-être, j'aurais mérité cela. Il se leva, déposa de l'argent pour son café et boutonna sa veste. Un instant, il eut l'air de vouloir dire quelque chose de plus,
Puis, il se contenta de hocher la tête et se dirigea vers la porte. Léna le regarda partir. Cet homme qui avait bouleversé sa vie, puis l'avait soigneusement réassemblée sous une forme différente. La porte se referma derrière lui. À travers la fenêtre, elle le vit monter dans une berline en attente. Pas un SUV, rien de voyant. En quelques secondes, il avait disparu, se fondant dans le trafic de Denver comme s'il n'avait jamais été là. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu qui s'effacerait dans 60 secondes. « Sois en sécurité, sois heureuse, oublie-moi. » Léna répondit rapidement. « Merci pour tout, j'espère que tu trouveras la paix. » Elle regarda les messages disparaître, la conversation s'effaçant de l'existence. À l'extérieur, le monde continuait. Des parents accompagnaient leurs enfants à l'école. Des hommes d'affaires se pressaient vers leur bureau. La vie avançait, comme toujours, indifférente aux petits drames qui changent à jamais les vies individuelles. Léna termina son café, quitta le café et se dirigea vers son nouvel appartement. Ce soir, elle cuisinerait, aiderait Sophie avec ses devoirs. Peut-être lui lirait-elle une histoire avant de dormir. Demain, elle commencerait son nouveau travail, rencontrerait de nouveaux collègues, établirait de nouvelles routines. Elle n'oublierait pas ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas oublier, mais elle irait de l'avant. Un SMS envoyé au mauvais numéro l'avait plongée dans un cauchemar, mais il lui avait aussi révélé une force qu'elle ignorait posséder, un courage qu'elle ne soupçonnait pas. Il avait placé sur son chemin un homme qui avait sacrifié une partie de lui-même pour qu'elle puisse rester intacte. Pas une histoire d'amour, pas un conte de fées, juste deux personnes dont les vies s'étaient accidentellement croisées, qui s'étaient protégées mutuellement malgré des obstacles impossibles, et qui s'étaient séparées en sachant qu'elles avaient bien été changées à jamais. Léna Harper n'existait plus. S'avançant sous les rayons du soleil, Emily Ross chérissait les souvenirs d'une pénombre lointaine, reconnaissante de la placidité des jours passés et du calme des nuits apaisées. Parfois, cette simple existence lui suffisait amplement. Parfois même, cette tranquillité représentait l'essence même de son bonheur, une plénitude inattendue.